OK, super. Comment est-ce que vous allez? Ça me fait vraiment plaisir de vous avoir, Bah, ce écoute, soir. nous, ça va super. C'est gentil à toi de nous recevoir et c'est aussi, une super initiative de Cryptost de laisser parler des bitcoiners fous comme nous. Franchement, on apprécie beaucoup. Ouais. On se remet peu à Exactement. peu du BEF. De quoi? On se remet peu à peu du BEF. Ouais, vous avez pris un peu de temps pour vous en remettre, complètement. Moi, perso, j'ai Ouais. pris deux, 3 jours avant de reprendre de la fatigue. Ouais, nous 2 3 heures et après il a fallu recommencer. Écoute, bah, ça fait plaisir de voir autant de monde. Il y a même des gens qui étaient là au BEF, donc re à tous. Merci à tous d'être aussi nombreux aussi. Désolé encore pour le petit bug et on va commencer directement. Je vois que les commentaires fonctionnent parce que, il y a la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, ça ne fonctionnait pas et donc premièrement, je vais faire l'intro un peu relou pour, Heu, pour essayer d'introduire, un peu le space, le format déjà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, bienvenue sur Pair à Pair où tous les mardis soirs à 21 heures, je reçois, un invité de l'écosystème pour parler de de Bitcoin, tout simplement. Donc sachez que les épisodes sont, disponibles en replay sur Twitter directement après ou alors quelques jours après, sur YouTube et sur les plateformes de streaming. Donc je vous mets, en commentaire, je vais même vous épingler plusieurs liens pour ceux que ça intéresse de regarder les derniers épisodes. Donc on a déjà traité, on a déjà reçu, Agelex pour parler du Bitcoin au Salvador. On a reçu Fanny Smichalakis pour parler de Lightning Network, et plein d'autres et encore plein d'autres qui vont arriver par la suite. Je vous invite à aller, feuilleter un peu tous les liens que je vais vous mettre ici et là heu, que je vais épingler quoi. Et autre chose, dernière chose, ah oui, je peux pas, OK, moi j'ai mis la chaîne YouTube, toc et je vais mettre le lien du streaming, j'aurais dû le mettre dans le même. Mince, hem, désolé, ça prend un petit instant. Dernière chose avant de commencer vraiment dans le vif du sujet, je vous mets aussi un lien vers notre Discord. Donc, Alex, qui est là ce soir pourra nous en dire, que du bien parce qu'il a rejoint aussi, le Discord et donc sachez qu'il y a un chan privé, dédié à l'émission Pair à Pair. Pour y accéder, il vous suffit d'incrire juste UTXO en petites lettres dans n'importe quel chan et ça vous donnera directement accès à ce chan privé un peu underground, de Bitcoin qui est dédié, au maximalisme, de Bitcoin. On a des discussions essentiellement que sur Bitcoin. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas. Voilà pour l'intro, longue et chiante. Désolé et on va commencer directement. Comment est-ce que vous allez, Victor et Alex? Pour ceux qui connaissent pas, donc on a How to Bitcoin avec nous, une chaîne YouTube, un compte Twitter pas mal, virulent et 2 têtes, de l'écosystème, si on peut les présenter comme ça. Comment est-ce que vous allez? Ah mince, excuse-moi, on était mute, on parlait dans le vide. Ah, Ouais, on est un peu virulent, mais on est gentil quand même. Et puis on est plus que 2, on est une équipe maintenant, il y a pas mal de gens qui collaborent avec nous, pour ne citer pas que eux. Il y a Ulrich là qui est déjà dans le groupe, 21 rue des Satoshi, toi Marius aussi qui nous aide, Science, Alex et plein d'autres qui nous aident aussi à produire du contenu, à nous aider, pour tout et n'importe quoi et en vrai on les remercie aussi eux, pour leur aide. Parce qu'en vrai, vous l'aurez peut-être remarqué, il y a beaucoup de choses qui sont produites sur notre chaîne. On a aussi un boulot à côté et ça demande du temps, ouais. ouais, bah, merci à vous aussi. Je sais pas si tu voulais avoir un mot, Alex? non, tout pareil que Victor. OK. Non, bah, pour moi, ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir ce soir parce que, bah, on se connaît, personnellement maintenant, on s'est rencontrés plusieurs fois, on discute pas mal sur les réseaux sociaux aussi et notamment, vous avez été, un des premiers médias, à partager, mon étude que j'avais fait sur l'Iran. J'avais publié en février où je Mmh. vous avais envoyé juste un DM et vous avez gentiment proposé de faire un space, bah, un peu de la même manière, donc c'était un peu
l'une des premières fois où aussi on s'était parlé, c'était sur un space et moi je vous rends un peu, l'appareil dans un sens et là on va essayer d'échanger les rôles où cette fois c'est moi qui vais vous poser des questions et heu et voilà j'espère que l'audience va apprécier, le contenu et va soit vous découvrir, Soit nous vous détester. soit vous détester, au moins vous découvrir sur un autre angle. C'est ça. Ça marche. On va essayer d'être pertinent. Bah, en général, vous arrivez à l'être. Après, peut-être, que dès que vous parlerez de Vitalik ou de Jérôme, peut-être que vous serez un peu moins à l'aise, il y a pas de caméra pour vous cacher là, donc enfin de montage plutôt. Là, on verra Mmh. pas vos têtes, mais donc voilà. Voilà pour l'introduction, ça fait plaisir de voir autant de gens. Je vois que vous êtes au rendez-vous, autant de personnes qui écoutent. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, mais peut-être avant de parler directement de maximalisme, et essayer d'expliquer exactement ce que c'est, peut-être, faire une introduction sur, votre parcours, qui vous a mené potentiellement à faire How to Bitcoin. 1re question, comment est-ce que vous avez entendu parler de Bitcoin pour la première fois? Et comment est-ce qu'ensuite ça vous a intéressé? Est-ce que ça vous intéressait dès le début ou pas du tout? Mmh, Heu, c'est une bonne question. je te laisse commencer. Je crois que c'était en cours. Bah, en fait, on était dans ce qui est pratique, c'est que toutes les anecdotes qu'on va raconter, on les a vécues ensemble parce qu'on a fait nos études ensemble, après on a bossé ensemble, donc on a tout fait ensemble, donc quand on parle, c'est pour 2 quasiment. Je crois que c'était un mec en cours qui nous avait parlé de Bitcoin en début 2017, truc comme ça, qui nous avait dit: «Ouais, vous voulez faire de l'argent, il y a un truc, ça s'appelle Bitcoin». Et du coup, nous, on a dit: «Ouais, go, bah, du coup, on va acheter tout sauf du Bitcoin». Et donc on s'était lancé dans l'ICO mania, on avait fait même du cloud mining. Enfin bref, on a goûté à tous les scams, nous, en 2017-2018. Et donc on avait, pas de bitcoin, que dalle. On s'est fait rect, bien comme il faut, mais bon, c'était des petites sommes parce qu'on était étudiants. Et puis on a recommencé en 2020-2021, pareil, on a re-entendu parler de bitcoin, du coup on a acheté tout sauf du bitcoin, parce qu'on est des gens intelligents. Parce Et que Bitcoin, c'était trop vieux, la ouais. market cap était déjà trop grosse, il y avait plus d'argent à se faire. Des bons débiles, quoi, qui ont pas compris Bitcoin Donc Ouais, on a c'est vraiment l'argent qui vous a attiré, quoi. C'était vraiment: «J'investis pour gagner de l'argent». ouais, et puis, en vrai, il y avait quand même la tech, tu vois? On se disait, «Vas-y», on était là pour la tech. On se disait: «Ouais, il y a des choses à décentraliser, on peut faire un monde meilleur et tout», mais on se disait plutôt: «Vas-y, il y a des moyens de paiement entre les objets, on va investir dans IOTA et toutes ces conneries», et puis, on en avait fait, même on comprenait pas que la monnaie encore était cassée, tu vois? ouais, on est allé jusqu'à investir et faire limite de la promotion de boîtes qui mettaient en avant, ça je sais même pas si on en a déjà parlé, des NFT, comment formuler ça correctement? Des NFT de cul, pour dire les termes, où vraiment ils étaient en train de NFTiser le marché du sexe. Un peu, je crois que c'est POCMI qui faisait ça, mais nous on est allé chercher une pépite à low market cap sur ça, qu'on voulait chill à qui veut l'entendre. Putain, on Donc va c'est se pour faire te dire, détester. voilà, on est descendu dans les bas-fonds de la shitcoinerie, puis ensuite on a ressuscité. Alors là, c'est plus mon cas, mais moi j'ai goûté à Encore, Celsius, FTX, j'avais de l'UST, tu vois? Ouais, Voilà, tu fait un peu tous les crashs de 2022, tu y c'est es ça. passé, quoi. Ouais, c'est ça. Généralement, d'ailleurs, quand j'investissais sur une plateforme, elle faisait faillite, dans le mois qui suivait. D'accord. Bah, en vrai, tu aurais dû faire ton indicateur, montrer là où Ouais, tu étais et on aurait dû faire l'inverse. ouais. C'était un peu le Jim Cramer des plateformes. Donc voilà, et puis après on s'est radicalisé, bah, déjà à force d'être rect, mais aussi par intérêt intellectuel, je dirais. C'est ce que disait Victor, quand on a commencé à se comprendre, on s'est un peu éloigné des cryptos et qu'on s'est plus s'orienter, bah, voilà, c'est quoi la monnaie? Je crois que toi, le 1er livre que Ouais, tu as lu, c'était Saïdine, peut-être de Bitcoin Standard? ouais, moi, tout a commencé avec l'interview qu'il y avait entre Jordan Peterson et Saifedean Ammous, où en fait, Saifedean Ammous est en train d'orange peel en live, Jordan Peterson, et il m'a orange peel au même moment, et je me suis dit: «Punaise, en fait, c'est bien plus grand que juste, bah, moi, ce qui me semblait être juste de l'or numérique, et en fait, c'est un sacré projet et ça change beaucoup de choses», et je me dis: «Ouais, il y a vraiment un truc à creuser». J'ai commencé à acheter, Bitcoin Standard, et là, je l'ai dévoré, et il fallait que je fasse des pauses, quoi, parce qu'à chaque fois, ça m'explosait le crâne,
Et ça change au fur et à mesure la vision que tu as du monde, de comment ça tout se goupille et tu te dis: «Ah oui, là, il y a quelque chose» et Mmh. c'est comme ça que ça a commencé et puis, Et ouais, puis j'en moi, ai ça a commencé parce qu'il me l'a offert à mon anniv juste après et du O coup, bah, je l'ai lu et puis pareil, Vous et l'avez puis, bah, légué, franchement, c'est un peu la meilleure chose qui me soit arrivée, perso, parce que moi, bah, à cette époque-là, je shitcoinais pas mal et c'est à ce moment-là où j'ai décidé de quasiment tout convertir en BTC, donc c'était un BTC bas. Donc en plus, j'ai envie de dire que de m'intéresser à Bitcoin, parce qu'on peut dire que depuis le bottom de 2022, c'est la crypto qui a le mieux performé quasiment, excepté quelques trucs. Donc même financièrement, au final, c'était un choix hyper pertinent, au-delà de l'aspect intellectuel. Hem, et mais après c'était matin, midi, soir, nuit, une obsession. OK, je vois et qu'est-ce que je veux dire? Et Victor, tu parlais enfin, tu disais, on comprenait pas la monnaie. Tu t'intéressais, aux altcoins, donc, aux shitcoins, le mot donc pour les hétéromistes, de l'audience, dès qu'on utilise shitcoin, on c'est pas enfin, c'est pas s vraiment, comment dire? Objectif. C'est, plus pour trigger un petit peu tout le monde, le terme est choisi de cette manière. Après peut-être que vous le faites, intentionnellement, Pas du tout. non, en général, en général, c'est vraiment plus fait pour, apporter du second degré, quoi. Mais, donc tu disais 50-50. 50-50, ouais. Ouais, il y a la nuance aussi un peu dans tout ça. Mais du coup, tu disais, qu'on comprenait pas la monnaie, donc c'est qu'en fait, tu étais attiré par la tech et donc c'est vraiment la compréhension de notre système actuel monétaire qui t'a fait prendre une décision de radicalement passer à Bitcoin? Ou c'est vraiment juste tu en as eu marre de perdre de l'argent ou de croire dans des projets qui étaient, peu solides et qui envoyaient du rêve? Hem, je pense que c'est un mix des 2. Une sorte de rancune, déjà par rapport à l'argent que j'avais perdu. Puis, en même temps, le fait de me dire, en fait, Bitcoin, ça peut genre, c'est que le début d'un projet. C'est pas du tout la fin, ni, il y aura pas une version 2 ou je sais pas quoi, un grand remplaçant qui va l'éteindre demain et ouais, en comprenant, l'origine de la monnaie, l'histoire un peu de la monnaie comme elle est décrite dans Bitcoin Standard où tu vois comment c'est un processus qui émerge de façon spontanée entre les humains, à chaque fois qu'ils veulent répondre au problème de comment échanger de la valeur et qu'en fait, c'est pas une création de l'État, que ouais, socialement, entre nous, on peut réussir à se mettre d'accord sur qu'est-ce que devrait être la marchandise qui permet de faire les échanges et qu'au fur et à mesure, bah, ça a été corrompu et là, je me suis dit: «Ouais, mais en fait, Bitcoin», bah, en tout cas, comment c'était présenté dans Bitcoin Standard, ça remplissait toutes les cases et je me suis dit: «Bah, le marché auquel il s'attaque, il est juste monstrueux. Là, on est sur un autre projet», et puis, au fur et à mesure, en fait, je me rends compte, mais allez, ça doit faire maintenant presque 2 ans et demi, 2-3 ans. Genre, en fait, au début, tu es là, tu dis: «Ouais, en fait, Bitcoin, il peut aller beaucoup plus haut, ça peut devenir, un truc qui va peser, des dizaines, des centaines de milliers de milliards, je vais être riche» et en fait, au fur et à mesure, tu te rends compte que tu deviens un activiste, tu vois? Genre, tu te dis: «En fait, là, il y a vraiment un projet, je suis là pour défendre quelque chose» et ça me fait penser un peu au mème que tu vois assez souvent où, tu as le jour 1 sur Bitcoin et le jour 30 et au début, tu sais, tu es là pour la thune et à la fin, tu es juste, comment s'appelle le mec dans Fight Club qui est torse nu, des coups partout et en fait, tu es juste là parce que je sais pas, tu es Oui. devenu fou, en fait. C'est un peu le thème du sujet, tu vois? OK, je vois et du coup, tu disais, heu, comment dire? Bitcoin, enfin, ce que tu viens de décrire, ce qui t'a un peu convaincu, c'est un peu, enfin de comment dire? De remettre, la monnaie, je sais pas comment formuler ça. J'ai perdu ma phrase dans ma formulation. Mais, est-ce que voilà, j'ai retrouvé ma phrase. Est-ce que du coup pour toi, Bitcoin, c'est un peu remettre de la démocratie dans, dans la monnaie, dans le système monétaire? Tu veux dire plutôt le libre marché? Oui, mais dans le sens démocratie, dans le sens où, parce que tu disais que c'est la population qui a choisi notre forme de monnaie, donc j'imagine que tu parles de l'or physique, qui ensuite a été, corrompu, si on peut le dire et qui a été, accaparé par les États et donc l'opposé de ça serait de revenir à un pouvoir par le peuple.
dans le sens où le peuple peut choisir sa monnaie. S'il a envie de choisir, de l'euro, s'il a envie de choisir de l'or ou du bitcoin, c'est une forme de démocratie du coup, mais de libre marché aussi. Enfin, les 2 se rejoignent, je pense. Ouais, je sais pas si tu peux appeler ça démocratie, parce que démocratie, normalement, ouais, c'est un système qui est représentatif, où ils vont prendre des décisions, entre guillemets, pour toi. Il va y avoir un système, Bah, la démocratie dans laquelle législatif, on je est dirais. aujourd'hui, oui, mais si tu prends la démocratie à sa genèse, c'était vraiment, tout le monde choisit. Ouais, pour moi, Bitcoin, c'est plus, le choix aujourd'hui. C'est une possibilité d'exit le système. Quand je dis système, c'est système monétaire et financier. Dans le sens où aujourd'hui, enfin avant Bitcoin, tu pouvais le faire avec l'or, aller acheter ton lingot d'or, machin. Bon, tout le monde sait que c'est une purge, puis que c'est, compliqué de manière générale. Là, l'avantage avec Bitcoin, c'est que c'est hyper simple. Et du coup, bah, tout le monde a ce choix de se dire: «Je vote avec mon portefeuille pour sortir du système, monétaire actuel» et vous pouvez rien faire, en fait. Vous pouvez pas m'en empêcher, et l'avantage de Bitcoin par rapport au reste, c'est que c'est un très bon moyen d'échange, parce que sa vendabilité spatiale est infiniment supérieure à l'or. Dans le sens où, là, on peut transacter tout de suite maintenant alors qu'on n'est pas à côté. Bon courage pour le faire avec de l'or. Mmh. Et et c'est ça, pour moi, toute la beauté de Bitcoin, c'est que c'est pour tout le monde, c'est opt-in, et un État peut rien y faire. Après, dans un second temps, oui, peut-être que si tout le monde commence à s'accaparer Bitcoin, ce qui est d'ailleurs un peu le cas, et on le voit d'ailleurs aux États-Unis en ce moment, où ça devient vraiment un sujet de la présidentielle, avec Trump qui arrête pas de crier haut et fort qu'il est pro-crypto, par exemple. C'est que, bah, une fois qu'une majorité de la population aura adopté Bitcoin et aura un intérêt envers Bitcoin, à ce moment-là, peut-être que les pouvoirs politiques vont s'emparer du sujet et donc mettre en avant Bitcoin parce qu'en fait, ça représente un électorat tel qu'il faut qu'il soit pro-Bitcoin. Et par exemple, quelqu'un comme Trump, je pense qu'il est pas bête, il a dû faire le calcul, il a dû se dire: «OK, il y a beaucoup d'Américains qui veulent du BTC ou même des cryptos, donc il faut que je sois pro-crypto». Et au final, c'est peut-être aussi comme ça que tu fais remonter Bitcoin, parce que de toute façon, si c'est pas bottom up, il y a quand même moins de chances que ça marche. J'ai un peu l'impression que c'est en train de ce qui est en train de se passer, tout naturellement, tu vois? Mmh. Mais sinon, moi, j'ai un autre angle, peut-être pour revenir à cette idée de démocratie. Je vois peut-être où tu veux en venir, parce que c'est vrai que quand tu as une monnaie qui est accaparée par un État où, il a la possibilité, comme aujourd'hui, de pouvoir, en créer autant qu'il veut, sur demande, à n'importe quel instant, et qu'au final, il est capable de financer n'importe quelle, industrie, n'importe quel projet. C'est vrai que la démocratie, ce système représentatif où normalement tu vas voter pour quelqu'un et puis il va mettre en place un projet en fonction, bah, aussi de tes impôts, bah, c'est un peu remis en cause dans un système où tu vas pouvoir t'endetter, où, en fait, c'est les générations futures qui vont payer les décisions d'aujourd'hui, où au fur et à mesure, bah, tu te fais voler par l'inflation, et tout ça, ça corrompt un peu le système démocratique où tu es censé être représenté déjà à l'instant T, ce qui n'est déjà plus le cas dès que tu fais plus de 100 de ton budget. Et ouais, en gros, c'est ça. Ouais, et bah, d'ailleurs, je vous mets un lien, je vais mettre un lien là dans le chat, de Naïb Boukele qui parle de ça et qui explique un peu tout en quoi justement l'impression monétaire, alors lui il se centre sur les États-Unis, mais c'est valable en Europe. En quoi le fait que l'État puisse imprimer de la monnaie à partir de rien, bah, en quoi est-ce que ça corrompt, bah, un peu le système démocratique d'une certaine façon? Parce que faut bien comprendre un truc, alors on va essayer de pas être trop, direct pour pas que le live saute, mais de manière générale, si l'État peut s'endetter indéfiniment et imprimer de la monnaie à tout va, pourquoi est-ce qu'on paye des impôts? Si au final l'impôt est une sorte de vote pour le projet commun qu'est la nation, pourquoi est-ce qu'à partir du moment où ils peuvent imprimer de l'argent pour financer ce qu'ils veulent, ils vont venir prendre de l'argent dans ma poche, si au final, c'est une poussière? Et c'est vraiment hyper bien expliqué par monsieur Boukele, donc je vous mets le lien dans le chat. Hop. Ouais, bah, du coup, enfin, pour ce qui est dit, Boukele, je pense que c'est plus une pas forcément. Je pense pas qu'il soit vraiment anti-impôt ou anti-système et cetera, mais c'est vraiment, question
de remettre en cause, le système actuel et remettre en cause que, l'ordre du système, enfin son fonctionnement et donc des impositions où ils questionnent quel est l'intérêt au final d'avoir des impôts, Oui, c'est ça. Parce que ouais, nous, on remet pas du tout en question le fait que l'impôt existe, hein. C'est le remettre en question, bon, déjà le niveau d'imposition, surtout en France, mais c'est aussi, le remettre en question, l'utilité de l'impôt si on s'endette à hauteur de 10 fois ce qu'on va ponctionner comme impôt. C'est ça le fond du problème. L'impôt a une utilité et au à l'origine, c'est plutôt quelque chose de sain dans le sens où si tu veux qu'il y ait un État qui subsiste, il faut qu'il y ait de l'impôt. ouais. D'ailleurs, j'ai un pote que j'ai orange pill il y a pas longtemps en lui envoyant cette vidéo de Bukele où, donc ce pote, ça fait un moment qu'on parle de bitcoin et lui, il est en mode: «Ouais, bitcoin, c'est l'avenir, mais bon, ça a pas trop d'intérêt». Donc il a un peu ce double discours depuis plusieurs années et et du coup, je lui envoie la vidéo. Enfin, il réagit à ma vidéo que j'avais partagée, dans une story et lui, il me répond avec ses phrases un peu bateau, d'étudiant, parce qu'il est étudiant en économie, mais du coup, à l'école, ce qu'on apprend, c'est l'économie keynésienne. Donc il me balance un peu ses arguments de keynésien et bah, je lui réponds point par point, pourquoi est-ce que ce qu'il dit, c'est vrai que dans un système keynésien avec une monnaie qui est manipulée par l'État et et grâce à ça, quelques jours après, il revient vers moi en mode, «Ça dit qu'on s'appelle et qu'on parle de bitcoin», et on s'est appelé pendant 1 heure, il y a quelques jours et il a pété son crâne parce que je lui ai expliqué pourquoi est-ce que le keynésianisme au final c'est pas la meilleure des structures, financières, enfin de système financier et cetera et donc ça peut être une bonne porte d'entrée je pense, expliquer, via la monnaie plutôt que commencer par, le comment ça s'appelle? Plutôt commencer par la technologie. Bitcoin, ça fonctionne comme Mmh. ci, comme ça. Je pense Ouais, que l'aspect Ouais. monétaire est beaucoup plus impactant. Bah, après, tu vois, bah, déjà bravo parce qu'en vrai, c'est stylé d'avoir, Orange Peel de cette, manière-là, un mec qui fait de l'éco, entre guillemets, de façon universitaire. Parce que Ouais, ça fait 3 ans, on discute et on a des embrouilles, sur ça, et là, il a l'air de comprendre, tu vois? Après ouais, ça 3 ans. c'est cool, mais tu vois, au final, je pense que tu as souligné un point, c'est que pour Orange Peel quelqu'un, il faut trouver sa corde sensible et lui, Ouais, typiquement, c'était l'économie. Mais, demain, enfin, nous, par exemple, en école d'ingé, sûrement que la corde sensible, je sais pas, c'était peut-être de parler à l'époque où on faisait des maths, de cryptographie ou, de clés asymétriques ou de je sais pas quoi. Donc c'est aussi dépendant de la sensibilité de chacun. J'ai quelques doutes sur le fait qu'il y ait la façon d'orange peel quelqu'un, même si au final ce point-là, quand tu parles d'argent et de monnaie, forcément ça va toucher tout le monde parce que, bah, tu touches au portefeuille des gens et ça c'est universel. Mais tu vois, c'est pas forcément pour moi le meilleur moyen d'aborder le sujet selon la personne à qui on parle. ouais, mais prendre l'axe, comment dire? L'axe de l'économie, ça permet de faire se rendre compte qu'en fait, il y a un problème aujourd'hui, et que Bitcoin offre une solution. Ouais, Ou à moyen terme, à l'échelle de l'humanité, tu vois? À moyen terme, on a une solution, c'est Bitcoin pour éviter des problèmes qu'on a aujourd'hui, ouais. Bah, en fait, c'est ce que tu dis, c'est intéressant, c'est qu'au final, pour orange peel quelqu'un, faut rarement parler de bitcoin, faut souvent parler du problème et pas de la solution. C'est souvent ouais. comme ça, c'est qu'au final, les gens en viennent à bitcoin assez naturellement. Bon, j'extrapole un peu, mais au final, on peut conclure sur bitcoin. Moi, c'est comme ça que j'avais orange peel mon pote aussi. C'était en lui parlant de tout. Bon, je lui ai vraiment fait un scénario catastrophe pendant 2 heures et avant qu'elle se passe la corde autour du cou, je lui ai dit: «Non, mais t'inquiète, il y a une solution, ça s'appelle bitcoin». Mais voilà, en gros, tu vois, le pour moi, c'est manipulateur. le gros manipulateur. Mais non, mais voilà, tu as l'idée, en gros, c'est parler vraiment de la problématique pour ensuite présenter la solution et inciter les personnes à faire leurs recherches, évidemment. Ouais, d'ailleurs, il y a je suis en train de lire le livre de Ludovic Lars et dans un de ses chapitres, il parle d'économie, enfin, il y a une dizaine de pages sur l'économie autrichienne et donc il Mmh, nous parle d'économie, bah, de keynésianisme, d'économie autrichienne et cetera et la Bitcoin, le mot Bitcoin n'est prononcé qu'à la dernière phrase mmh. et j'ai trouvé ça vraiment élégant, la manière dont c'était amené. Et donc je pense que ça résume un peu ça, ouais, c'est faut pointer le problème, exposer les faits, les comparaisons et montrer quelle peut être la solution. Il me semble que c'est le livre aussi de Lynn Alden où, en fait, elle prononce pas une seule fois le mot bitcoin sur la broken money où, Mmh. où elle explique en fait comment, bah, la monnaie était détruite au fur et à mesure
Et en fait, tu as même pas besoin de parler de Bitcoin, c'est juste à la fin, normalement, si tu as un peu entendu parler de Bitcoin, tu te rends compte qu'il coche les cases d'une solution au problème. Ouais, il vient un peu comme une solution, naturelle, une fois que Mmh. tu as compris tout ce qui n'allait pas, toutes les problématiques. Donc ouais, carrément. Bon, on est peut-être Et parti un peu trop dans le deep, dès le début. ouais, ouais, non, j'allais surenchérir, mais on va peut-être switch de sujet, sinon on va faire 3 heures là-dessus. Bah, je pense que toi quoi qu'il arrive, on va revenir sur le sujet un peu plus tard Ouais. et enfin, on va tourner un peu autour de ça. Mais donc le titre, c'est: «Pourquoi les bitcoins maximalistes sont-ils fous?» Première question, enfin, autre question, est-ce que vous considérez comme des bitcoins maximalistes? Oh, je pense, hein. Ouais. Après, si on l'est pas, qu'est-ce que serait la définition du coup? C'est plus ça, parce que j'ai du mal à voir comment on peut être plus maxi que ça. Enfin après la définition est large. Est-ce qu'il y a une définition d'ailleurs? Ça, c'est la bonne question. C'est que nous, on pour moi, un bitcoin maximaliste, c'est juste bitcoin, notre crypto. À partir du moment où tu fais ça, tu vois, nous, on a l'habitude quand même de chier sur sur tout l'écosystème crypto, c'est pas la première fois qu'on le fait. Enfin là, on n'est pas en train de le faire particulièrement, mais on l'a fait, on le fera et on continuera. Mais moi, l'écosystème crypto en tant que tel me dérange pas tant qu'on le dissocie de Bitcoin. S'il veut exister dans son coin avec son lot de startups, etc., j'ai aucun souci. Mais Bitcoin, c'est un truc à part. Et dès lors qu'on fait cette distinction, moi je suis OK. Donc oui, on est maximaliste, mais comme en fait tout le monde pourrait l'être, hein, j'ai envie de dire. Il me semble que le terme, bitcoin maximaliste, il vient de Vitalik Buterin, encore lui, et qui en fait a exprimé ça dans des arguments contre les bitcoiners, quand il Mhm. commençait à présenter Ethereum justement et que, les bitcoiners lui disaient: «Non mais» qui lui montraient, soit des arguments fondés, soit des arguments à côté ou peu importe, que Ethereum ne pouvait pas marcher ou que c'était pas intéressant et cetera et que et en tout cas, il c'est sûr qu'il a utilisé ce terme-là. Peut-être que c'est pas lui l'inventeur, enfin le premier utilisateur de ce Mhm. terme-là, mais c'est peut-être de là que le terme s'est popularisé et Ouais. donc à ce moment-là, il y avait bah, si du coup, il y a Ethereum qui est impliqué. J'allais dire, il y avait pas forcément d'altcoin, et d'autres cryptos, non, à ce moment-là, mais si c'était dans des débats avec Ethereum, du coup, enfin, ça correspond à ce que tu disais, ouais. Mhm. Ouais. Donc ouais, on peut dire qu'on est maxi et fier de l'être. Ouais. Même si c'est pas une fin en soi d'ailleurs. Ouais, On n'est pas maxi pour être maxi, c'est voilà, nous c'est notre vision de cet écosystème, puis c'est tout quoi. Ouais, j'ai l'impression que nous, on est un peu plus, on se détache de la narrative de la blockchain, tu sais? Où Ouais. on dit: «Voilà, avec la blockchain, on va pouvoir faire ci, on va pouvoir faire ça». Pour moi, un Bitcoin Maxis, au final, simplement, c'est un mec qui se dit que l'innovation, c'est pas la blockchain, mais c'est plutôt Bitcoin. Et à partir de là, après, tu as différentes formes de maximalisme. Mais ouais, pour moi, ça se résume plutôt par là. C'est que voilà, là, il y a eu une vraie innovation, il y a eu quelque chose, il y a un projet qui a marché, dont l'objectif, c'était de créer une monnaie pair à pair, incensurable, en plus, qui a des caractéristiques de rareté absolue, qui sont sûrement nécessaires en plus, hein, pour que le protocole fonctionne, je pense. Et je pense qu'à partir de là, ouais, tu peux te dissocier des autres qui quand tu écoutes, en fait, des gens qui se revendiquent pas maximalistes, c'est souvent, au final, la conclusion à laquelle tu arrives, c'est que ils ont pas vraiment compris, en quoi Bitcoin était unique, en quoi il avait révolutionné, par exemple, il avait résolu le problème des généraux byzantins et je pense que c'est quelque chose où on se retrouve. ouais, c'est des termes quand même assez complexes, enfin des notions complexes que la majorité des gens même, qui s'intéressent à la crypto, ne comprennent pas ce que c'est. Même au sein des bitcoiners, je pense que, certains mécanismes du minage ou, mécanismes monétaires qui ne sont pas compris par des gens qui détiennent même du bitcoin. Donc, c'est assez complexe, à enfin c'est des choses complexes à partager. Ouais, et tu vois, par exemple, là, tu viens de souligner un point qui est intéressant. C'est que pour moi, un mec qui, je mets des guillemets, shitcoin, mais qui a parfaitement compris Bitcoin, voilà, qui a masteré Bitcoin, mais qui derrière est curieux, veut regarder ce qui se fait ailleurs, parce qu'il aime la tech ou je ne sais quoi. OK, en vrai. Si généralement il a compris Bitcoin, normalement il sait ce que c'est, il comprend le projet et il sait
j'allais dire, il est pas bête, il est lucide. Mais quelqu'un qui n'a pas compris Bitcoin, qui s'y est pas intéressé, qui a juste lu un pauvre article de 3 lignes et qui derrière va t'expliquer que Ethereum ou Caspa révolutionne le monde, là, tu vois, j'ai beaucoup plus de mal parce que tu peux pas commencer à essayer de me mettre en avant un projet qui est qu'une variante am amoindrie, enfin, une version Wish de Bitcoin, alors que tu as même pas compris ce dont tu es issu. Et c'est là, moi, où j'ai vraiment beaucoup de mal, c'est que dans beaucoup de cas, c'est ça. Et là, je suis vraiment pas d'accord avec cette vision des choses. Mais après, quelqu'un qui a compris, bah, c'est OK, tu vois? Tout le monde a le droit d'être curieux, il faut de tout pour faire un monde, hein. Mmh. Bah, du coup, ouais, c'est un peu mon cas, perso, moi, je suis Bitcoin maximaliste, mais je continue quand même à m'intéresser, à ce qui se fait en dehors, dans les autres cryptos, même si, j'ai pas forcément, tu vois, je prends pas à cœur forcément ce qui se fait et je suis très critique de mes propres investissements, enfin les cryptos que j'ai, je suis très critique de ce que c'est et cetera et Mmh. pour moi, en fait, les autres cryptos, je les considère aussi comme des shitcoins, mais pas dans le sens où, ça c'est de la merde, ça sert à rien, dans le sens où la majorité d'entre eux vendent pour pouvoir gagner de l'argent. Enfin, mentent pour pouvoir gagner de l'argent, pour vendre. Et donc on prend l'exemple, bah, Ethereum, même si Ethereum, pour un débutant, c'est peut-être plus complexe à appréhender, mais si on prend, bon 95 des projets crypto, c'est, on fait ci, on fait ça, mieux que ci, mieux que ça et la réalité, c'est que, ce n'est pas le cas Mmh. et mais j'en suis très conscient et malgré tout, tu vois, ne m'empêche pas de voir qu'il y a quand même du bon dans le sens où, bah, en fait, c'est un marché de start-upers qui cherchent, qui font des expériences, qui sont prêts à se prendre un mur et voilà. Mais le problème, c'est qu'ils ne l'assument pas, que la majorité d'entre eux ne l'assument pas et donc c'est sur ça que je suis critique, le plus critique, quoi. Mmh. Mmh. Puis Non, j'allais rajouter un truc. Heu, je pense qu'on est un peu à la fin, moi, de ce mouvement. On appelle, voilà, les bitcoin maxi, les non maxi, les shitcoiners. Je pense qu'on arrive un peu à la fin parce qu'il y a plus vraiment, de concurrents, j'ai l'impression. si, il y a Tu vois? Caspa. Ouais, bon, casse pas, il y a des petits projets, mais j'ai l'impression que ça devient très marginal. À une époque, tu vois, quand Ethereum était arrivé, l'objectif, c'était vraiment de faire quelque chose de mieux que Bitcoin. C'était que Bitcoin n'était pas abouti, et on devait rendre la monnaie plus programmable, Turing complete et tout, plus scalable. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils se battent plus vraiment dans le même domaine, tu vois? Ouais. Je pense que, ouais, Bitcoin face aux cryptos, il a un peu déjà gagné, tu vois? Il y a plus vraiment de combat. Les gens qui s'intéressent pas à Bitcoin, c'est vraiment qu'ils ont fait le choix, que eux, s'ils sont juste intéressés, je sais pas, par des techs, ils ont peut-être, selon nous, un peu pas compris, quel était l'intérêt de la blockchain, mais voilà, c'est leur problème et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de mur qui s'est créé et on vit dans notre monde. Nous, on est plus, voilà, presque politique, économie, activiste et eux, bah, ils font leurs projets entrepreneuriaux dans leur coin, tu vois? Et je pense que c'est presque aujourd'hui les bitcoin maxi, qui s'amusent encore à essayer de créer, de la perméabilité entre les 2 parce qu'on aime bien aller leur taper dessus. Mais qu'au final, eux, en fait, ils en ont vraiment plus rien à foutre de nous. C'est presque triste, en fait. Bah, On est c'est un des peu ça, Bitcoin est vraiment à part, tu vois? Maintenant, je pense que dans l'univers, enfin, dans les gens qui sont dans l'écosystème, ils comprennent la différence. Ils disent: «Bitcoin, c'est une monnaie décentralisée» et cetera, et les autres, cherchent à créer un système financier. Hem, je pense que c'est un peu la séparation que les gens font dans leur inconscient et donc ils se disent: «OK, Bitcoin, c'est vraiment à part» et surtout quand tu regardes, bah, Bitcoin a déjà 15 ans, donc toutes les étapes de, j'ai une meilleure monnaie que Bitcoin, sont un peu passées. Bon, vous avez mentionné Kaspa, il y a encore quelques centaines de personnes qui pensent que Kaspa peut, concurrencer Bitcoin. Mais si tu regardes, ce que Kaspa apporte aujourd'hui, c'est pas différent que ce que Bitcoin Cash a à proposer et pourtant Bitcoin Cash est même pas, dans le top 20 de capitalisation mmh. du marché. Donc Alors en après, fait si je peux me permettre de prendre la défense de Caspa, c'est pas juste un fork de Bitcoin, hein. oui, oui, bien sûr. Mais ce qu'ils proposent, Oui, oui, après c'est c'est une la même approche proposition de valeur. différente. C'est une approche différente, mais pour la même proposition de valeur au final, c'est Oui, d'avoir un oui, L1 qui peut scale, oui. presque à l'infini, quoi. Et donc ça, en fait, un comment dire? Une problématique où on a déjà fait le tour de sa limite, où on a déjà vu un peu tout ce qui pouvait être proposé à la place,
heu, pour faire mieux, quoi. Mmh. Et Et puis sachant que surtout, moi, je des voulais juste rajouter un tout petit point tout vas-y. à l'heure, c'est que pour moi, il y a aussi il y a vraiment, il faut dissocier ce à quoi tu vas t'intéresser, c'est-à-dire, tu vas lire un livre, tu vas dev, tu vas faire, voilà, ta vie, et ce dans quoi tu vas investir. Tu as le droit, enfin, tu as le droit d'ailleurs, tu as le droit de faire tout ce que tu veux, mais tu as le droit de t'intéresser aux 2 mais d'investir que dans l'un, et inversement. Nous, on reste convaincus qu'il vaut mieux s'investir financièrement. D'ailleurs, on ne considère pas que Bitcoin est un investissement, mais plus de l'épargne. Et c'était d'ailleurs là la grande différence, c'est que les cryptos, c'est de l'investissement à risque, et pour nous, Bitcoin, c'est de l'épargne comme on le mettrait sur un livret A. Et on pense aussi que Bitcoin mérite plus, on a plus d'attention d'un point de vue, comment dire, pas psychologique, en termes d'éducation, quoi. Sur quoi est-ce qu'il faut que tu fasses tes recherches, mais il y a aussi ces deux aspects. Et, euh, et ça, les gens ont tendance à l'oublier, mais nous, voilà, faites ce que vous voulez, hein. Mmh. Je suis d'accord. Et pour rebondir, enfin, pour traiter un peu les commentaires, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, dans la section commentaires en bas à droite. Il y a Science, qui a mis, 2 commentaires. Un où il se cite lui-même. Il dit: «Bitcoin résout tellement de problèmes Bitcoin résout tellement de problèmes, qu'il faut juste le présenter face aux problèmes immédiats de ton audience». Donc ça, on est revenu tout à l'heure dessus. Mais ensuite, il dit quelque chose, d'intéressant, ils ne mentent pas, c'est de la monnaie dette, ils font des promesses. Et donc ça, en effet, en fait, donc on disait le système aujourd'hui ment et cetera. Donc c'est peut-être un abus de langage dans le sens où rien n'est caché, tout est mis aux yeux de tout le monde. Mais juste, la population, monsieur, madame tout le monde n'ont pas les connaissances, économiques, suffisantes pour comprendre qu'ils sont volés juste, à cause de la politique monétaire. Ouais, bah, Donc pour c'est ça, en c'est fait, ça il qui y a manque. une phrase il y a une phrase, je sais pas s'il l'a dit ou si ça a été extrapolé de ses dires, mais on va pas faire 3 heures dessus, mais c'est juste le principe même du keynésianisme, donc le modèle économique qu'on suit depuis un peu plus de 50 ans, qui considère en fait que demain on sera tous morts. Donc en fait, on peut remettre à demain, bah, tout en fait, parce qu'en fait, en basant notre système sur de la dette, on le met sur les générations futures, et vu que demain on sera tous morts, bah, de toute façon on s'en fout. Donc au final, c'est même pas caché, c'est voulu, c'est inscrit dans le code de notre système actuel. C'est vraiment pas caché, hein, il y a pas un complot mondial. Non, c'est juste, voilà, c'est comme ça que le système marche et c'est assumé. Je suis moyen d'accord. Ah ouais. Non, mais je veux dire, quand tu quand même quand tu écoutes les économistes, je sais pas, je vais prendre Eureka, par exemple, qui est un peu la référence aujourd'hui du keynésianisme. Je sais pas si tout le monde est à la Je sais ref. pas si tout le monde connaît Eureka, mais Parle de la aujourd'hui chaîne YouTube? ouais, c'est ça, qui Ouais. fait des vidéos, sur l'économie, c'est un peu le programme que tu aurais en école d'éco. Et lui, clairement, va avancer que, bah, l'inflation, n'est pas causée par, l'impression monétaire. Ouais, mais ça Et c'est et du et négationnisme, ça, c'est pas pareil. Ouais, mais la plupart aujourd'hui des keynésiens et tout, Ouais. si tu creuses un peu, ils arrivent à te dire: «Oui, non, en fait, c'est pas ça, c'est, je sais pas, Beyoncé qui augmente le prix de ses places de concert, c'est la guerre en Ukraine, c'est le Covid, c'est tout et n'importe quoi, mais ça sera jamais l'impression monétaire». Et là, je suis pas trop d'accord sur le fait qu'ils le cachent pas, ou sinon c'est juste, une incompréhension qui une incompréhension chez eux qui partagent, et en final, il y a pas de mensonge, mais selon nous, il y a quelque chose qu'ils ont pas compris, quoi. Mmh. Bah, pour le coup, ce que Eureka expliquait, je pense que tu parles de ses vidéos, sa série de vidéos sur l'inflation. En soi, ce qu'il dit, il a factuellement raison, mais en fait, ce qu'il présente, c'est, la création monétaire ne crée pas directement de l'inflation. Elle en crée à partir du moment où il y a un secteur de l'économie qui a moins besoin de monnaie, et donc la monnaie qui a été récemment créée, reste, sur le tas, et donc elle est dans les poches de personnes qui vont juste les dépenser pour dépenser, plutôt que pour créer de la richesse. Et donc ce qu'il dit, en Heu, fait, c'est ça, mais il oublie le facteur qu'il y a quand même plus de monnaie et que les gens s'enrichissent sur le dos de certains qui, eux, ne s'enrichissent pas, et donc ça crée de l'inflation indirectement. Enfin, l'inflation, en gros, l'origine non, la création monétaire, c'est l'origine de l'inflation, mais c'est pas directement connecté, en fait. Il y a pas C'est pas, plus de monnaie égale plus d'inflation.
il y a plusieurs étapes entre les 2 en fait. Ouais, ouais, ça met du temps et là-dessus, on le rejoint, mais tu vois, lui, il va te dire, que de l'argent fraîchement créé qui est, mis de façon, j'ai plus le terme, mais, subjective, Discrétionnaire. ouais, discrétionnaire dans les mains de certains, parce que, je sais pas, ils sont proches du robinet, proches des gouvernements, parce qu'ils ont une bonne note ESG, vont être capables de, dépenser de l'argent fraîchement créé en premier. Bah, pour lui, là, il y a pas d'inflation, mais moi, déjà, je vois un problème, tu vois? Ça va être le mal investment. C'est que, en fait, c'est pas déjà le marché qui a décidé de qui allait se retrouver avec l'argent fraîchement créé. Et là, on tombe dans d'autres problèmes et c'est un autre sujet. Et, ouais. Bah, on spoil, on prépare une série, il y a une série de vidéos réactions à justement ces vidéos sur l'inflation qu'on va sortir. Donc, OK, ça gros devrait morceau. Parce que c'est quoi? Il y a 3 épisodes de plusieurs heures, non, c'est ça. Ouais, Ouais, donc là, on en a tourné une et les 2 prochaines arrivent. Donc, ceux qui voudront digue le sujet, seront ouais, gros servis. morceau. Très gros Ouais. morceau parce que même pour regarder juste ces vidéos, ça prend du temps alors, des reacts à ça, ouais. Mmh. Ouais, bah, on essaie de faire des trucs quali, donc là, ça va prendre un peu de temps et d'ailleurs Ulrich qui est dans l'audience va nous assister et nous aider de toute sa lumière parce qu'il écrit des super articles sur l'économie que je vous invite à lire sur son blog ou le nôtre et il va nous assister pour la 2e normalement. Donc on va essayer de faire un contenu, aux petits oignons parce que comme on l'a dit, c'est un gros morceau et c'est un mec qui est ultra pédagogue et si on enlève le fond, la forme est vraiment pas mal et il y a même d'ailleurs des vidéos qui sont, même dans le fond, très, très qualitatives. Donc donc voilà, mais bon, on va peut-être pas faire 3 heures sur Eureka, le pauvre. Il a rien compris. Ouais, mais pour le coup, enfin, il faut quand même le rappeler que c'est du bon travail et moi, Oui, ça m'a pas oui. mal aidé aussi à bien comprendre l'économie et ça a participé à mon ouverture d'esprit sur Bitcoin au final. Même s'il est Mmh. keynésien et cetera, ça se rejoint, quoi. Ça dépend de votre point de vue et de si vous prenez bien en compte, tous les facteurs. Ouais, oui, oui, clairement. Donc, bah, il y a Ulrich justement qui nous dit, «Les économistes actuels ont passé 5 ans à étudier les pirouettes de l'économie keynésienne. Difficile de remettre en question une partie entière de ta formation personnelle». Donc oui, ça c'est le problème dont je parlais avec mon pote justement qui est en études d'éco et bah, il a pris 3 ans à comprendre ce que je lui disais depuis 3 ans. Donc exactement. De toute façon ça le plus compliqué c'est de déconstruire des idées. Les construire c'est facile, il suffit de la répéter quelques fois, et voilà, mais la déconstruire c'est la partie la plus complexe. Ouais, je suis bien d'accord. On le voit d'ailleurs avec, Peter Schiff, c'est un gros morceau. Et lui, Je pense lui, que c'est un bitcoiner caché, hein, il veut juste pas l'assumer, c'est tout. ouais, Tu peux ouais. pas autant parler de bitcoin et pas avoir une exposition de malade mental, hein. Faut qu'il arrête de nous mentir. Mais surtout que si je dis pas de conneries, au début, il avait compris, hein. Il me semble qu'il y avait une vidéo qui tournait de lui où il expliquait que Bitcoin était de l'or, numérique, que c'était de l'or 2.0, une vieille vidéo quasiment, je sais pas, en 2016-2015. Puis après, Ouais, je sais pas. il a flanché comme, Nassim Taleb et il s'est dit: «Non, en fait, c'est de la merde». Ouais, je saurais pas te dire, je le connaissais pas trop, à Mmh. l'époque. Et bon, peut-être revenir sur le maximalisme, Oui. contre, Bitcoin versus crypto. Mmh. Hem, donc je saurais pas trop, comment aborder ça, parce qu'on est un peu parti, un peu n'importe où. Donc comment, peut-être l'aborder cet angle-là? Pourquoi est-ce qu'on qualifie Ethereum, on va prendre l'exemple d'Ethereum, hein, on va peut-être, tout regrouper sous Ethereum et avoir un exemple précis, ce sera plus simple. Mais pourquoi est-ce que les bitcoin maximalistes, du coup, qualifient Ethereum de shitcoin? OK. Waouh. Gros morceau. Ou si vous Non, on mais peut on découper peut ça en plusieurs aspects si vous préférez. ouais, il y a plein d'aspects. Après, comme l'a dit Victor tout à l'heure, du moment qu'Ethereum n'a plus pour projet de concurrencer Bitcoin, déjà, c'est déjà un bon point. Dans le sens où, bah, c'est un shitcoin, parce qu'on aime bien l'appeler comme ça, mais s'ils ont un projet, qu'ils ont envie de faire des trucs de leur côté et qu'ils laissent Bitcoin tranquille, j'ai envie de te dire why not? Mais est-ce que Après, ça a été, le projet de Vitalik? De non, à la concurrencer? base, à la base, c'était de rendre Bitcoin plus scalable, et cetera. Si Ethereum était scalable, on n'aurait pas de layer 2, hein. Donc ça a évolué.
Et d'ailleurs, c'est ça qui est assez marrant, c'est que Ethereum, la narrative change assez régulièrement, pour pas dire tous les jours. C'est-à-dire qu'à la base, c'était de faire scale Bitcoin, de faire l'ordinateur mondial, heu, La finance la décentralisée. finance décentralisée, les NFT, là, il y a les RWA, les Bound Tokens. Je crois ça n'a jamais existé d'ailleurs ça, je crois. Ouais, c'est que Heu, théorisé. OK. Là, il y a l'account abstraction, enfin bref, il y a toujours une hype, et donc on sait toujours pas quel est le projet, mais il y a un truc. Donc bon, Bah, c'est un peu tout en déjà même ça temps, en c'est fait. Pour défendre peut-être, la partie, Ethereum, c'est un peu de tout en même temps et je pense qu'ils sont tombés sur des défis technologiques, et techniques, au cours de leur évolution et notamment, pendant un moment, l'idée pour faire scale, Ethereum, c'était de passer en système de shard où en fait, c'est plein de petites blockchains, pour oui, schématiser, qui se rejoignent en une, qui est Ethereum. Donc il y a d'autres blockchains qui fonctionnent plus ou moins de la même manière, aujourd'hui, mais le reste Elrond, sur ils les font ça, je crois. je saurais pas te dire. Peut-être, mais je crois qu'Avalanche, par exemple, a 3 blockchains comme ça, bref, Mmh. il y en a plusieurs d'autres et au final, ils se sont aperçus, en expérimentant que le plus, comment dire? Le plus, pertinent, c'est de créer des L2 où en gros ça reporte la charge de travail vu qu'une blockchain n'est pas scalable, bah, au lieu d'avoir, 1 mi genre, je sais pas, 9 000 000 de 8 000 000 d'utilisateurs sur Ethereum, bah, on peut avoir, 1 000 000 d'utilisateurs sur, 8, 8 L2. Donc en gros là, ils partent Et plus sur ça et donc c'est recréer des justement, mais là, environnements similaires. je te coupe juste un truc, parce que ce que tu me dis, Ouais. ça me fait quand même penser à un truc, c'est que tu as révélé du coup toute l'escroquerie que c'est que Bitcoin, il y avait un problème, on a apporté une solution. Au final, Ethereum, il y a pas de problème, mais on a une solution, on a un truc, mais on cherche quel problème ça veut résoudre. Bah, Et pour on le sait coup, pas. la problématique, c'était pas exactement la scalabilité, mais c'était plus la programmabilité. Ouais, mais C'est-à-dire pourquoi faire ci? En fait, c'est ça, c'est on a créé la solution avant de trouver les usages. Alors, je veux bien que peut-être les usages arriveront, hein. D'ailleurs, on a un avis, pas si négatif, sur tout ce bazar, sur les potentiels usages de toutes ces technos, mais au final, les usages n'existaient pas vraiment. On essaye de les inventer maintenant. Oh, moi, je suis pas trop d'accord, peut-être la façon de le cadrer. Pour moi, genre, ils avaient un ils étaient partis sur un projet qui était au début, je sais pas, d'améliorer Bitcoin Mmh. et ils se sont rendus compte, essai après essai, bah, déjà que le marché, valorisait plus Bitcoin que leur projet, puis que, bah, c'était trop compliqué, que ça fonctionnait pas et au fur et à mesure, ils ont essayé de se trouver d'autres utilités mais genre pour faire un projet de cette envergure, de cette complexité-là et de se dire: On peut changer au fur et à mesure et de s'attribuer, des nouveaux usages». Je sais pas, c'est comme si tu créais n'importe quel produit, je sais pas, un couteau, une console de jeu, n'importe quoi et au début tu dis: «En fait, je vais faire du gaming», à la fin, non, en fait, tu vas être un data center, puis en fait, après tu vas être une fusée qui va sur la lune. Mais je me dis à la fin, tout ce que tu arrives à faire, c'est faire un peu tout mal et on le voit aujourd'hui, tu vois? Solana, je pense, est en train, au fur et à mesure, de remplacer Ethereum parce que, bah, il est plus centralisé, il fait plus de choses et sur les thèmes sur lesquels il essaye de se battre, bah, il n'arrive pas, quoi, parce qu'il s'est perdu en chemin et que d'autres, vont plus vite, font plus de concessions là où il faut en faire et déjà il y a ça, puis après il y a l'aspect, token où là, bah, là, il y a plein de choses à redire sur Ethereum et si si au début la première narrative c'était de concurrencer la monnaie, bah, il y avait le problème déjà de l'émission des tokens, sur la façon dont ça a été financé, comment la répartition a été faite et là déjà il y a plein de soucis, tu vois? Et ensuite, ouais, au début ça devait être une monnaie, ensuite c'était des gaz, pour piller l'ordinateur mondial. Et tu vois, tout ça, ça fait à la fin, bah, que tu as une sorte de chimère que nous, on appelle plutôt, un shitcoin, tu vois? Ouais, et puis là, on n'a même pas abordé le proof of stake qui est tu vois, le couteau final, où, bah, voilà, ils ont clairement assumé que c'était terminé. On reprend en fait, ce qui est quand même paradoxal, c'est qu'à la base, Bitcoin vient instaurer cette idée de monnaie saine,
basé donc sur le Proof of Work, qui est d'ailleurs le the innovation. Et on vient à la fin, dire: «Bon, bah, nous, on va passer en Proof of Stake» pour une narrative, encore une fois, qui est, bah, voilà, on va moins consommer, machin, vous allez voir, c'est plus friendly. Très bien. Mais donc, on va finalement, en fait, reproduire un système fiat où, bah, en fait, les plus riches resteront plus riches parce qu'en fait, tu mets en gage tes tokens pour sécuriser le réseau, sur lequel tu touches un intérêt. Et donc, en fait, ce qu'il faut, c'est apporter du capital au début. Heu, il y a plus cette notion de travail qui est connectée au réel et en fait, bah, tu reproduis, l'euro, quoi. Ce qui en soi est pas forcément un problème, hein, mais ce qui n'est pas, du coup, la proposition de valeur initiale quand tu veux faire une alternative à Bitcoin. Enfin, en tout cas mieux. Excuse-moi, j'étais mute, mais oui, du coup, je suis plutôt d'accord et je vais enchaîner, mais on a une question de Retired, heu, qui est montée. Retired, hésite pas à te démute et poser ta question. Il y a peut-être un petit décalage de temps, donc tu pas eu la transition, mais hésite pas à Allô, poser ta question. Ouais, on t'entend bien. vous m'entendez? Ouais. Ouais, et à propos, de la comment dire, Bitcoin, Ethereum, en termes de narratif et d'outils, moi je trouve que Bitcoin et Ethereum, se ressemblent vachement en termes de comment dire, la narrative change tout le temps. Parce que quand tu regardes, Bitcoin à la base c'est censé être, comment dire, le cash en pair à pair et aujourd'hui, tu as des gens qui vont vendre, Bitcoin comme de l'or digital ou alors, comme, moyen, comment dire, comme outil d'épargne et cetera. Donc on quitte, un petit peu, comment dire? Déjà l'aspect, pair à pair et cetera. Enfin le pas l'aspect pair à pair pardon, l'aspect, cash et aussi je voulais rajouter, par rapport aux outils, vous disiez, oui, il y a plein d'applications, comment dire? Un petit peu bullshit et cetera, par exemple avec les SBT, mais tu as la même chose sur Bitcoin avec, les BID. Donc au final, enfin, c'est un peu, comment dire? 2 communautés, qui se battent sur, enfin, ouais, qui se battent, mais qui se Alors je sais pas ressemblent, si quand c'est même nous, pas mais mal, quoi. Enfin, tu bugs de ouf. Mais, mais Ouais, dans c'est l'ensemble, ça doit être on a, ouais. à part Ouais. si bien sûr, on parle, comment dire? Je pense qu'on on l'entend très très mal. En tout cas, on a compris son point de vue. En tout cas, Ouais. moi ça va. Pour revenir sur le premier point, par exemple, sur les similarités qu'il y aurait entre Bitcoin et Ethereum sur les changements de narrative au fur et à mesure, je suis pas tout à fait d'accord là-dessus parce qu'il y a quand même une différence fondamentale, c'est que Bitcoin, son système de consensus, les règles vraiment qui font qu'il est Bitcoin, depuis le début, elles n'ont pas changé. Et, et c'est pour moi un point qui est vachement important, qui fait que Bitcoin est Bitcoin, et que genre les fonctionnalités, ça reste les mêmes quasiment depuis le début, tu vois. Il y a peut-être deux, trois petites choses qui ont changé, mais on reste sur le même protocole, alors que sur Ethereum, on a vraiment déployé de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles choses au fur et à mesure. Et les narratifs se sont adaptés au protocole. Et j'ai l'impression que sur Bitcoin, c'est plutôt... non, c'est le protocole qui s'est adapté aux narratives et qui a changé au fur et à mesure, alors que sur Bitcoin, c'est plutôt, bah, au fur et à mesure, on est face à presque un organisme vivant qui, euh, qui a gardé le même ADN, mais qui est en train de grandir, qui est en train de prendre forme et qu'on essaye en fait, nous, en tant qu'humains, individus, de comprendre vraiment à quoi il va nous servir, comment il va s'intégrer dans nos vies. Et oui, peut-être qu'au fur et à mesure, on va pas avoir les mêmes explications, on va le comprendre différemment, on va se rendre compte que bah, il va peut-être pas s'intégrer dans le tissu économique, dans le monde de la même façon. Et pour moi, c'est une grosse différence que Bitcoin, il a pas changé, lui. C'est juste nous qui nous sommes adaptés, en fait. ouais, peut-être pour synthétiser un peu plus, en fait, c'est que ce qu'il dit enfin, il parlait des DID, donc en effet, il y a des DID qui sont en train d'être construites sur Bitcoin, par exemple, et plein d'autres Ouais. choses, en fait. Mais, l'essence même de Bitcoin, c'est de garder un système monétaire, qui est immuable,
décentralisé, résistant à la censure, mais s'il permet de faire autre chose, bah, tant mieux, on va l'utiliser pour faire autre chose. Mais si on peut s'en servir, l'objectif de base reste le même. Alors que sur Ethereum, c'est plus complexe. L'objectif de base, c'est créer un ordinateur mondial, on ne sait pas trop comment, ni pour quelles raisons exactement, mais c'est très flou, et la raison et la manière dont ils veulent y arriver, dont l'équipe veut y arriver, l'équipe de Ethereum Foundation ou même les développeurs veulent y arriver, ça reste très flou et ça part peut-être un peu trop dans tous les sens et donc il y a pas de réel projet, intrinsèque comme on peut avoir, sur Bitcoin. Donc c'est peut-être ça aussi qui déteint l'image d'Ethereum en partie, même s'il y a plein d'autres choses aussi qui font que vous avez mentionné. Je pense qu'on reviendra un peu plus dans le détail. Mais là, on a pas mal de questions. Il y a 3 personnes qui se sont montées. Je sais pas si vous vouliez répondre, à ce Ouais. que je viens de dire avant? Non, non, t'as bien complété. Je crois que le premier à être arrivé, c'était Matinus, Ouais, il me semble. Je te Martinus, laisse. vas-y si tu veux démute ton micro et prendre la parole. Oui, oui, en fait, ouais, c'était un peu en réaction, à l'intervenant précédent, en fait, qui disait que, qu'en raison, voilà, des validateurs sur Ethereum, ben, en fait, on reproduisait un système fiat. Mais, en fait, disons, le problème des riches qui restent riches, je trouve que, ouais, c'est un problème, bon, qui est fondamentalement complexe dans un premier temps et dans un deuxième temps qui peut être difficilement adressé, quelle que soit la blockchain. Parce que, bon, dans le Bitcoin, c'est la même chose, c'est-à-dire pour, obtenir les moyens de produire, bah, la preuve, avec les cartes graphiques et autres, bah, il faut aussi, voilà, je Coupé. Mince, je crois que ça a coupé. Ouais, Mais la phrase je c'est pas pense qu'il y terminé. avait je pense qu'il y avait quand même quelque chose, peut-être qui avait été, selon moi, mal dit par Alexandre. Pour moi, c'est le problème, c'est pas que les riches restent riches, c'est un peu l'effet qu'il y a déjà avec les monnaies, c'est une sorte d'effet cantillon presque, Mmh. où, bah, c'est les riches qui deviennent de plus en plus riches, mais, grâce à l'implémentation du système. C'est que c'est juste, c'est quasiment hard codé dedans, c'est comme ça, c'est les règles. C'est que si tu joues avec les règles, naturellement, normalement, tu crées un fossé, en fait. Et Et surtout au-delà de ça, en fait, c'est pas juste les riches deviennent plus riches, mais c'est en plus de ça, c'est les utilisateurs, donc on peut appeler comme la plèbe ou les pauvres ou peu importe comment vous les appelez, qui eux viennent dépenser leurs Ethers pour utiliser les réseaux et qui viennent les donner à ceux qui sont déjà riches et qui sécurisent déjà le réseau et donc en fait, ça crée un système de centralisation des Ethers qui est encore plus problématique dans un réseau qui est sécurisé par la centralisation des Ethers. Donc il se centralise encore plus, donc ça veut dire que le réseau lui-même se centralise et donc Bitcoin est complètement différent de ça, il ne fonctionne pas de la même manière. Une centralisation des BTC, que ce soit les ETF ou un mineur ou peu importe, ne centralise pas le réseau. Mmh. oui, oui, moi je pense qu'effectivement, enfin, là où je suis d'accord, c'est que, le gros problème avec l'Ethereum, oui, c'est la centralisation. Enfin, lorsqu'on que par exemple, effectivement, des lambda ou bon, peu importe comment on appelle, posent leur stack leurs Ethereum, bon, sur des plateformes comme, Lido et autres. C'est sûr que bon, voilà, c'est pas très, bon, c'est ça, ça augmente la centralisation. Donc c'est bon, moi je suis d'accord sur le, principe de la on a déjà effectivement des banques centrales qui sont un peu reproduites plus ou moins avec, bah, des plateformes, de stacking effectivement, liquide et autres, ben, qui reproduisent un petit peu ça. Mais sinon, sur le ouais, au niveau du problème des riches, qui ne bougent pas trop, bon ça c'est effectivement, voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Ça, c'est très compliqué parce que bon, c'est comme les ETF Bitcoin et tout. Enfin, au final, comment dire? Les capitaux, se déplacent toujours très difficilement et c'est toujours ceux qui en ont le plus Mmh. qui bon Oui, bah, après, en alors fait, ce qu'on voulait souligner par ça, c'est pas dans le sens où, oui, de toute façon, quand tu es riche, tu peux t'accaparer plus de richesses de manière générale. C'est plus comme l'a dit Victor, que ce soit hard codé dans le protocole, du fait que si tu possèdes plus d'Ethers, tes Ethers génèrent des Ethers, ce qui fait que, bah, il y a un cercle vertueux, enfin vertueux ou vicieux, ça dépend comment on se place,
qui n'existe pas dans Bitcoin parce que tu peux posséder autant de Bitcoin que tu ne vas pas toucher un rendement sur tes Bitcoins. C'était surtout ce point-là. Oui, oui, je vois, je vois. OK. Oui, mais là-dessus, je suis d'accord et aussi sur la centralisation qui peut-être, ouais, qui est un problème de la plupart des bon, je pense que toutes les blockchains sont centralisées, mais la moins centralisée, je dirais, ça reste le Bitcoin, ouais. Ouais, Et il y a toujours, comme tu dis, il y a toujours un degré de centralisation. Bitcoin, a des surfaces d'attaque, enfin, il a plusieurs surfaces d'attaque et de centralisation et cetera, mais comme dit Victor, c'est dans le code où tout le mécanisme est fait pour que les Ethers se centralisent, et ça, quand tu vois que Consensus, fait des lettres à la SEC pour qu'ils acceptent les ETF, c'est à se demander même si eux-mêmes tu comprennent comment as leur été mécanisme mute fonctionne. Ouais, en tu pleine t'es vu. phrase. Ah, vous m'entendez là? Ah, bah, voilà. Bah, je vais finir ta phrase, du coup, c'est, la lettre de consensus à Tu m'entends là? Consensus à la SEC qui voulait, convaincre la SEC de lancer les ETF Ethereum. Tu Hem, m'entends là? Allô, Après allô? je sais pas quelle était ton idée derrière. Tu es toujours mute, hein, Marius? Vous nous entendez ou on est les seuls à Beh, bugger? c'est bizarre, moi je l'entends du coup, après je sais pas. Ah merde! Ah, ça c'est un problème. Peut-être quitter. Ouais. Oh, chi Bon là, je l'entends plus du coup, après. OK. Est-ce que vous nous entendez correctement? Moi c'est bon, ouais. OK. Et donc là, Marius est mute, on est d'accord? Ouais, du coup, ouais. OK. Bah, Marius, peut-être qu'il te revient, je sais pas, c'est chelou. Bah, en attendant, on peut peut-être prendre les autres questions. On va faire l'animation. Je sais pas ce qui est arrivé en premier entre Cryptomancien et Science. Je vous propose, voilà, de Vas-y, je te laisse sur, c'est pas de souci. Je suis pas Non, pressé. là, bah, Cryptomancien, là. OK. Bah, brièvement, le thème de la soirée est super intéressant. Pourquoi les maximalistes sont-ils fous? Alors, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs catégories de maximalistes et plusieurs échelles de maximalistes, en fait. Il y a les entre guillemets «les maximalistes», bitcoin, shitcoin. Bon, ça, c'est assez classique. Bon, je pense qu'on fait un petit peu tous partie de cette première catégorie. C'est-à-dire que tout ce qui est enfin, à mon sens, tout ce qui est pas vraiment proof of work et qui est conçu pour vraiment pour nous dumper dessus, c'est un shitcoin et à juste titre. Et puis il y a aussi une 2 catégorie de maximalistes, c'est-à-dire que ceux qui veulent enfin ceux qui sont, entre guillemets «bitcoiners» mais qui veulent pas trop que le protocole change, en fait. Qui sont un peu réticents vis-à-vis de tous ces un petit peu des changements, les ordinals, les machins. Le fait de pouvoir inscrire de la data arbitraire sur une blockchain. Moi, je pense que, tu vois, c'est pas le rôle d'une monnaie de pouvoir, inscrire de la data sur la blockchain. Je sais pas si c'était une si bonne idée. Bah, typiquement le up return. Est-ce qu'avec le recul, est-ce qu'on peut dire, est-ce que c'était une bonne idée? Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que chacun en fait un petit peu sa Dropbox, en fait. Chacun utilise enfin la blockchain Bitcoin pour faire sa Dropbox. Chose qui était pas du tout le cas au départ. C'était juste conçu pour être un système d'entrée et de sortie, pas moins, pas plus. Alors je sais pas si vous êtes d'accord, enfin moi je suis encore je pense être encore un niveau au-dessus enfin la plus pour une partie d'entre nous, on est encore, les maxis des maxis, mais je sais mmh. pas si vous avez un avis sur le sujet, bah, enfin sur le fameux up return par exemple, je suis curieux d'avoir votre avis. Bah, en soi, de toute façon, on ne peut qu'avoir un avis parce que qui sommes-nous pour juger? Heu, Moi, je fais partie de la team de me dire que, bah, maintenant que c'est là, de toute façon, c'est là. Après, est-ce que vraiment a posteriori, maintenant, est-ce qu'on peut se dire si c'était une bonne idée ou pas? Tu vois? C'est une question où si j'avais eu un droit de vote, ou un veto à mettre, est-ce que je l'aurais mis? Pour être tout à fait honnête, j'en ai aucune idée. Je sais pas. Tu vois? C'est une question où je sais pas s'il y a une bonne réponse. Après, ouais, non, tu vois? Je saurais pas Bah, dire, je pense que pour moi, enfin, en fait, tu l'as dit toi-même, Bitcoin, a été créé pour faire une monnaie, mais ça dépend de quel Bitcoin tu parles. Parce qu'il y a Bitcoin, la monnaie et le réseau. Donc la monnaie, en effet, elle est intacte, mais le réseau, lui, il a été créé pour quelque chose, mais le marché libre fait qu'il peut être utilisé pour plein d'autres choses et donc pour moi, c'est pas un problème que, Ordinals, Stamps et cetera, ça existe, mais c'est un problème que nous, on ne puisse pas créer une solution meilleure pour, concurrencer en fait, quand je dis nous, c'est la communauté en général, ou enfin les développeurs et cetera,
pour concurrencer ces outils qui polluent un peu la blockchain, quoi. Mmh. Ouais, c'est plutôt bien résumé. Mais maintenant que c'est là, j'ai envie de te dire, ouais, faut qu'on fasse avec. Et c'est vrai que, ouais, Marius, tu l'as quand même bien souligné. Ah, Bitcoin, moi, la monnaie reste Bitcoin, et c'est, j'ai envie de dire, presque le plus important maintenant. Moi, j'aime bien dire ça, mais si les gens sont prêts à payer plus cher pour inscrire des images de singes sur Bitcoin que pour faire des transactions avec toutes les propriétés de Bitcoin qui vont avec, c'est que Bitcoin n'a pas tant fonctionné que ça, hein. Si vraiment on en arrive à, à inscrire que des ordinals et plus faire de transactions, c'est que la proposition de valeur initiale n'était pas si ouf que ça, hein. Ce qui, je le pense, ne va pas arriver, hein. C'est pas du tout mon scénario, mais c'est un peu le raisonnement que j'ai. Je me dis, bah voilà, maintenant que c'est permis, laissons voir le marché voter. en fait, c'est-à-dire que enfin, dans ma réaction, enfin, dans mon analyse, je me réfère à un autre protocole monétaire. Bon, je vais pas citer ici, mais on voit tous venir. Où en fait, la monnaie, elle est fongible, tu vois. C'est-à-dire que chaque entrée ressemble à chaque sortie et enfin, toutes les transactions se ressemblent. Et moi, je pense que tu vois, pour qu'une monnaie soit vraiment fonctionnelle, pareil, il faut qu'elle soit fongible par défaut. Alors, on pourra toujours retracer l'historique, mais faut que chaque transaction se ressemble. Tu vois? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur Bitcoin, typiquement, tu as 3 ou 4 formats d'adresses différents. Alors je sais pas, est-ce que c'était une bonne idée aussi d'implémenter 3 ou 4 adresses? Heu, alors après voilà, je sais pas, enfin le legacy, bon legacy faisait bien le taf aussi, mais maintenant le problème qu'on a, c'est que quelqu'un qui veut vraiment faire de l'analyse on-chain et ben, enfin, tu vois, si c'est par exemple que, Auto-Bitcoin utilise régulièrement des SegWit et que, Cryptomancien utilise régulièrement des Taproot et que Science utilise régulièrement des legacy et bah, il peut faire des liens, tu vois, entre, enfin, entre guillemets, avoir de la métadata, pour essayer d'établir des connexions. Alors que si tu vois, si on avait eu déjà dès le départ tous le même format d'adresse, bah, l'analyse on-chain aurait été plus compliquée. Je pense que la monnaie aurait été plus fongible. C'est un bon point. Ouais. Après, peut-être que, je sais pas, on verra que ça mènera à d'autres opportunités. Ouais, salut. Je réfléchis comment répondre à ta question et comment enfin plutôt à ta remarque cryptomancien et comment la tourner. Vous Ouais, m'entendez? Très bien, très bien. on fait du là? Oui. D'accord. Alors déjà, Mais au il lancement de arrive comme une Bitcoin, chaussure à toutes soupe. les adresses étaient du même style. Au lancement de Bitcoin, toutes les adresses c'était des P2PK, des Pay to Public Key. Ensuite, il y a eu le P2PK hash, le Pay to Public Key hash. Et en fait, toutes celles qui sont arrivées après, c'était soit pour pouvoir améliorer les scripts et finalement en fait améliorer les smart contracts qu'il y avait sur Bitcoin, parce que toute adresse sur Bitcoin est un smart contract. Et c'est pour ça que petit à petit, il y en a d'autres qui ont été créés. C'est pour ça qu'en 2017, il y a eu Taproot. Quand tu parles de fongibilité, techniquement parlant, la fongibilité, c'est plutôt le fait qu'en fait, en réalité, on va dire deux coins pour simplifier, ou si tu veux sur Bitcoin de Satoshi ou de Bitcoin, ont la même valeur ou peuvent être échangés sans aucune problématique, avec finalement la même valeur qu'il y a derrière. Quand on parle de fongibilité, par exemple, entre deux pièces de monnaie ou entre deux billets de 5, bah, c'est qu'en fait, les deux pièces de monnaie ou les deux billets de 5, ils ont la même valeur. Après, il y a forcément des gens qui vont décider de se dire, bah tiens, il y a le premier Satoshi qui est apparu dans un bloc, et bah du coup, c'est un truc qui va valoir plus de valeur, alors que finalement, techniquement parlant, absolument pas. Donc, parler de fongibilité en parlant du script qui effectivement correspond au titre de propriété, je suis pas tout à fait d'accord. Parce que finalement, quand tu parles de fongibilité, tu parles pas du reward, mais tu parles de la monnaie qui est associée au titre de propriété et pas au titre de propriété lui-même. D'où j'ai un avis qui est plutôt différent du tien. Enfin, tout Bitcoin, tout Satoshi est fongible. D'autres personnes vont décider de vouloir payer plus cher pour un premier Satoshi rare alors qu'il n'y a pas de Satoshi rare, mais ça, c'est un choix d'autres personnes. Et c'est tout, c'est comme ça. C'est comme les gens qui décident d'acheter un billet de 10 euros, enfin un billet de 0 € à 10 euros, quoi. Ouais, c'est la même chose. Enfin, je voulais juste reprendre exactement le même exemple. Des fois, tu as des pièces de monnaie de 2 euros qui se vendent à des milliers d'euros juste parce qu'il y a une gravure derrière qui est un peu rare. C'est un peu la même chose. Pourtant, ça change pas la fongibilité de la pièce que techniquement, elle peut être échangée quand même à 2 euros contre 2 euros. Même s'il y a un groupe de personnes minoritaires dans toute la société qui serait capable de mettre 2 000 € dessus. Ça, c'est subjectif. Et donc, si tu parles de fongibilité, donc,
prof du stream, tu parlais du Satoshi rare, ça c'est dans le Ordinals Theory et la Ordinals Theory, elle est vraie que dans la Ordinals Theory. Le réseau ne reconnaît pas de hiérarchie des Satoshi et donc c'est juste les gens qui se disent: «Ah bah, la Ordinals Theory ça fait du sens. Ça fait du sens que tel Satoshi soit plus rare que l'autre, donc je serais prêt à l'acheter lui plus que l'autre». Mais le réseau lui-même, il n'a pas cette, fonctionnalité. Donc voilà. Mais merci beaucoup pour tes, spécifications, prof, du stream. Ça fait plaisir d'entendre ta douce voix. Je crois qu'il y a Science qui peut plus se retenir de parler. Non, pas du tout. J'attends mon tour. Déjà, je tenais à dire, prof, tu te calmes, parce que je t'ai senti un peu énervé là. Tu vois, on va se détendre tout de suite. Non, je plaisante. J'ai pas bien compris, moi, perso, je vais pas rebondir 1000 ans dessus, mais l'argument de Cryptomancien, parce que on a parlé un peu de fongibilité, on a parlé un peu d'analyse on-chain, enfin bon, c'était un peu confus à mon sens. Sans vouloir te vexer, Cryptomancien, on se connaît, il n'y a pas de souci. Je pense que tu as mélangé quelques sujets, ce qui rendait un peu le tout confus pour l'auditoire. Voilà. Sinon, je pense parler au nom de tout le monde en posant les vraies questions à How to Bitcoin. C'est quoi votre programme PEC? Ah, on est- Casse les on couilles. s'est pas préparé. Non, non, je plaisante, allez, c'est bon, j'arrête. Plus sérieusement, voilà. Pourquoi les bitcoins maximalistes sont-ils fous? Donc, à quel point comptez-vous devenir fou et quel est votre roadmap en tant que maximaliste? Là, c'est quoi la suite de ce qui vous reste à étudier? Vers où vous dirigez? Dites-moi tout, on veut tout savoir. En fait, il y a que des questions pièges là. Je vais répondre. Alors la prochaine étape, la prochaine roadmap, c'est d'étudier un peu plus en détail le livre de Ginny Song, Programmer Bitcoin from scratch, rentrer dans des concepts, un peu plus de matheux. Alors c'est un peu compliqué, hein, enfin, quand on n'a pas l'habitude, c'est assez compliqué. Il y a plein de notions de courbes elliptiques, de machin, alors c'est vrai que la première fois que tu vois ça, c'est assez chaud. Mais en fait, quand on s'entraîne un petit peu, qu'on essaie de décomposer le truc, c'est un peu moins compliqué au premier abord. Donc voilà, c'est ça mon programme, c'est plonger un peu plus dans le protocole. Je te remercie beaucoup, Cryptomancien. Du coup, j'aimerais bien que How to Bitcoin me réponde. Notre programme, bah, nous, c'est vrai qu'au fur et à mesure, on est quand même vachement intéressé. Je parle aussi au nom de Alex, mais côté économie, politique, voir en fait les impacts de la monnaie sur nos systèmes. Donc on va créer un parti politique, voilà. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, en fait, on se détache un petit peu de la tech. C'est pour ça qu'on a aussi des 21 rue des Satoshi qui s'occupent aussi des tutos, ce genre de choses. Parce qu'en fait, on va aussi vers là où on a de l'affinité. C'est la spécialisation. C'est la spécialisation. Et ouais, bah, par exemple, tu vois, là récemment au BEF, j'ai fait un talk sur un sujet qui était un peu plus philosophique, sur ouais, les courants philos qui mènent, par exemple, des gens à penser de manière socialiste, d'autres capitalistes, et ce genre de choses. Et voilà, c'est aussi des choses qui nous intéressent, c'est vachement large. Je t'avoue qu'on se met aucune barrière tant que nous, ça nous plaît. Et puis, on va dire, le projet un peu global, nous, c'est de vendre la liberté en général. Et nous, on trouve que Bitcoin, c'est le plus gros projet aujourd'hui qui est le plus émancipateur pour l'individu. Et du coup, bah, on travaille dessus corps et âme. Et à côté de ça, bah, on étudie ce qui s'en rapproche, c'est ce qui permet de mener à la liberté et de comprendre comment un peu le monde marche. Voilà, et puis on partage nos travaux, nos recherches. Et la vie des autres via les interviews aussi. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont bien plus à même que nous pour parler de plein de sujets. Donc on leur laisse la parole quand on le juge nécessaire, avec toutes les interviews qui sortent tous les mercredis à 17h30. Excellent. Merci pour la réponse exhaustive. Et par contre, je pense que l'audience se demande toujours pour la séance PEC, donc je les laisse poser les questions dans les commentaires. Je mettrai la séance PEC dans les commentaires. Je crois qu'il y a prof qui avait levé la main, mais je sais pas si c'est toujours d'actu. Ouais, c'était pour répondre à ce que disait Cryptomancien tout à l'heure par rapport à l'analyse on-chain. Je sais pas si tu es encore là, mais Je suis hop, pour, pour ce qui est de l'analyse on-chain, par contre, ça c'est tout à fait vrai. En fonction du type de script, donc entre guillemets du type d'adresse que tu utilises, derrière, tu as une analyse on-chain qui est plus ou moins facile.
parce que les scripts sont différents, sont pas du même format ou des choses comme ça. Donc sur la notion on-chain, c'est pour ça que Chainalysis peut assez facilement, suivant certains types d'adresses, pouvoir suivre l'évolution et on va dire la manière avec laquelle les fonds vont bouger à gauche à droite. Mais ça change pas ce dont on parlait tout à l'heure par rapport à la notion de Oui, fongibilité. oui. En fait, oui, c'est-à-dire que j'ai Donc, confondu à peu près enfin j'ai confondu, enfin c'est un peu confus mon truc, mais, j'ai mis englobé, disons l'analyse on-chain et la fongibilité, bon qui sont 2 thèmes, mais, enfin, voilà, c'est un peu une petite confusion de ma part. ouais, après, c'est pas évident non plus parce que, en fait, sur Bitcoin, c'est pas des jetons qu'on échange, comme c'est pas de la même manière que quand on échange une pièce, quand on paye en euros ou des trucs comme ça, on échange un titre de propriété. Et donc, à partir de ce moment-là, ce titre de propriété, c'est ni plus ni moins qu'un script, comme tu disais juste avant. Donc, c'est une vision qui est finalement nouvelle de la chose. Donc, c'est normal que ce soit pas évident à comprendre. Et pour ce que tu disais sur les OP return tout à l'heure, je n'ai pas forcément d'avis spécifique, mais j'ai bossé un petit peu dessus ces dernières semaines pour un talk sur le BEF. Et par contre, il y a un point que je trouve un peu problématique, et c'était l'ouverture que je donnais. En fait, c'était euh, tout script, donc entre guillemets toute adresse, mais tout script qui arrive à un moment sur un OP return est invalide. Et donc, par conséquent, ça veut dire que s'il y a des bitcoins qui sont dans ce script-là, donc un script c'est une adresse, mais c'est la même chose, s'il y a des bitcoins qui sont là-dessus, et qu'à un moment dans le script on arrive sur un OP return, par conséquent, ça veut dire que ces bitcoins sont indépensables. Il y a des centaines et des centaines de transactions qui ont utilisé du coup l'OP return depuis, je me rappelle plus quand c'était la première, 2015, mais je sais plus à 13 je vérifier. crois. Euh, Ouais, mais ça n'a pas été fait tout de suite. Je crois que j'ai l'info, je vais la retrouver en continuant à expliquer ce que je voulais dire. Et en fait, la problématique là derrière, c'est que bah du coup, ça veut dire qu'il y a des milliers, des centaines de milliers, des millions de Satoshi qui ont été perdus dans des OP return. Et une problématique que je trouve très intéressante, c'est de se dire, mais tiens, ça veut dire que techniquement parlant, on pourrait faire perdre tous les Satoshi ou tous les Bitcoins dans des transactions non pas qui soient invalides, mais qui enverraient ces Satoshi vers, entre guillemets, bah, du coup, dans une transaction OP return, et donc par conséquent, qui ne seraient plus dépensables et qui n'existeraient plus. Et donc, on pourrait se dire, tiens, et si finalement tout le monde venait à faire ça, ou qu'il y avait une attaque pour X ou Y raison, où tous les bitcoins seraient envoyés vers un OP return. Et ça, je trouve que c'est effectivement quelque chose qui pourrait être problématique. Ça arrivera pas. Et finalement, les Satoshi, comme souvent on le voit, les 546 Satoshi de la Dust Limit qui sont envoyés dans des OP return pour juste mettre du texte, bah, en réalité, c'est peu, mais cumulé, ça fait quand même une quantité qui est pas non plus négligeable. Voilà, je trouve que c'est une réflexion intéressante. On va peut-être s'arrêter sur le, le sujet parce que ça va peut-être pas mal de gens, mais merci beaucoup, Prof. Stream, sur le sujet, pour ces spécifications qui sont très intéressantes. D'ailleurs, il me semble que tu vas mettre le replay de ton intervention au BEF en ligne, ou j'ai cru voir passer ça quelque part. Ouais, je l'ai mis sur YouTube pour les personnes qui étaient soit bah, du coup à votre conférence et malheureusement je vais plus y accéder et venir la voir, mais oui, elle est sur Sur YouTube. quel YouTube? Ton YouTube dans ta description. Oui, c'est Ok. ça. Et donc oui, en effet, tu revenais sur la limite informatique et technique des bitcoins qui sont en circulation. Donc ça revenait plus précisément sur tous ces sujets-là, si jamais ça intéresse des gens dans le, dans l'audience. Parce que si commence à parler des op return, on va pas s'arrêter. Et voilà, peut-être essayer de recentrer sur le sujet de base et potentiellement faire un space dédié sur le sujet plus tard. Mais merci beaucoup d'être passé. N'hésitez pas à interagir encore. Je vois que Science, tu as la main levée ou peut-être que c'est un bug. C'est un bug. Ok, très bien. Les up return, Alex et Victor, vous en dites quoi? Tu veux relancer le sujet? C'est un Non, sujet ça va. passionnant vraiment, enfin, ouais. Ouais, c'est vraiment passionnant, mais du coup, c'est un peu trop technique, peut-être là pour le sujet plus philosophique qu'on a pris pour aujourd'hui. Et donc, on reviendra sûrement un autre jour. Donc, j'ai perdu un peu le fil de notre discussion. Ma question à la base, c'était pourquoi est-ce que vous considérez Ethereum et les autres cryptos comme des shitcoins? Donc, vous m'avez énuméré plusieurs problèmes. Le premier, c'est que
Ethereum, enfin les cryptos en général ont pour vocation, formelle ou enfin officielle ou officieuse de concurrencer Bitcoin. L'autre, la deuxième c'est la répartition des tokens, donc des Ethers. Ensuite vous avez mentionné les que c'était une chimère ou peut-être qu'il y avait plein de choses, en fait, plein de projets un peu partout, qui n'ont pas vraiment de sens, et qui essaient de faire plein de choses à la fois. Et ensuite, vous avez mentionné le problème de proof of stake, donc le système de consensus. Ça fait 4 projets. Je propose qu'on aborde, ces 4 sujets et ensuite on conclut. Je sais pas si ça vous va ou il y avait autre chose que vous vouliez mentionner? Bah, après, je sais pas trop ce que t'en penses, mais vu qu'on en a déjà pas mal parlé et qu'on a pas mal insisté là-dessus, on pourrait peut-être, plutôt, bah, pour revenir sur la thématique, de pourquoi les maxis sont fous, c'est peut-être aussi, pourquoi est-ce que ça devient aussi autant une obsession? Plus que pour éviter de vexer et de taper, H24 sur Ether et ses aficionados, peut-être parce que je vois pas trop ce qu'on pourrait rajouter sur chacun des points, dans le sens où, voilà, on a développé notre perspective qui est loin d'être unique, hein, on n'a rien inventé. Heu, c'est un avis qui est quand même assez partagé, qui est d'ailleurs partagé des fois par les éthéristes aussi. Donc je sais pas si on pourrait vraiment, rajouter là-dessus, sauf si tu Ouais, avais c'est vraiment des idées, hein. non, bah, c'est vrai qu'on est revenu, dans la globalité sur les sujets. Donc, Mmh. si vous avez pas grand chose à rajouter, on n'est pas obligé d'aller dedans, donc on peut, aller là où tu proposes. Ouais, bah, J'ai un point, si je peux me permettre de le rajouter, qui est peut-être un peu différent de ce que vous avez pu formuler Vas-y. précédemment. Heu, Pourquoi est-ce que les bitcoiners sont alors peut-être pas fous, je pense pas que ce soit le cas, mais aussi impliqués? Heu, je vais peut-être aussi avoir une déformation professionnelle là-dedans, mais c'est que, quotidiennement, je travaille avec des gamins qui sont en REP, donc dans des établissements scolaires, qui sont pas forcément faciles. J'ai bossé en cité, j'ai bossé à plusieurs, endroits en France et un point que j'observe, c'est, un problème d'éducation de manière générale dans la société qui en fait ne fait que s'accentuer et on peut aller plus loin en se disant, et en remarquant qu'en fait, les gens de manière générale ont alors comment dire? De plus en plus envie de consommer tout de suite, de consommer sans réfléchir et de moins en moins envie de, s'éduquer, hein, de, faire des réflexions par eux-mêmes, de finalement vouloir être souverains de leurs fonds et cetera et je trouve que par le biais de Bitcoin, en tout cas, c'est une des visions que j'ai et qui fait que Bitcoin est un outil, je trouve, absolument incroyable. Heu, je trouve que ça permet aussi d'essayer de changer en tout cas un petit peu la société, en faisant en sorte que les gens qui vont s'intéresser à Bitcoin vont pouvoir finalement retrouver petit à petit ce schéma de pensée de: «Je vais retrouver ma souveraineté», notamment monétaire, mais aussi je vais commencer petit à petit à me sortir les doigts du cul, à, m'intéresser un petit peu plus aux choses, à m'intéresser plus à l'économie et finalement, en fait, à sortir d'un espèce de, je sais pas, de légumes qu'on peut être quand on passe son temps sur les réseaux sociaux, à consommer comme des débiles et finalement à être un petit peu plus humain. C'est peut-être une réflexion un peu plus philosophique sur la société et sur la chose, mais moi, c'est vraiment un point que je trouve, absolument essentiel et c'est ce qui en tant qu'enseignant et pour l'éducation, c'est vraiment quelque chose qui me bah, transcende. je trouve que tu abordes un point hyper intéressant et je crois que tu l'as pas prononcé, mais du coup, je crois qu'on peut tout résumer par la time préférence, enfin la préférence temporelle. Au final, c'est ça que Bitcoin vient un peu réintroduire dans notre vie. Euh, et justement, dès que tu comprends ce mécanisme de préférence temporelle basse ou élevée, bah là, d'un coup, tu te mets à du coup bah, plus te projeter sur le futur. Donc, comme tu l'as dit, bah, si tu veux avoir un futur pas trop dégueu, bah, il faut que tu l'anticipes maintenant. Ça passe par se former, se construire un avenir, réfléchir, arrêter de consommer aujourd'hui parce que demain tu seras mort, parce que c'est pas le cas. Ça a un impact du coup sur tout, parce que là, tu as focus sur l'éducation, mais nous, on va encore plus loin, c'est-à-dire que c'est vraiment tous les pans de notre vie. L'éducation, ça fait partie intégrante, c'est même presque la base, mais après, on peut l'étendre. Bah, on a fait une vidéo avec Science où on parlait de la bouffe, on peut l'étendre à la bouffe, on peut l'étendre bon, bah, à la monnaie, c'est quand même le principal sujet, et comme ça, tu peux l'étendre à plein de sujets.
diverses et variées. Et c'est vrai que ça réintroduit ça dans nos vies et c'est hyper intéressant et je trouve que, bah, voilà, personnellement, depuis que j'ai rencontré Bitcoin, si je peux dire ça comme ça a pas juste changé ma souveraineté monétaire, ça a changé ma vie. Tous les pans entiers, un par un et c'est d'ailleurs en ça quand on discutait du titre avec Marius, quand on disait: «Les bitcoins maximalistes de sont-ils fous?» Je suis d'accord avec toi, on n'est pas fou, on est juste obsédé à la rigueur et quand t'es pas dedans, bah, tu nous prends pour des fous. Ouais, Je sais non, pas non, si mais Victor, ouais, vas-y, tu prends la non, parole non. donc, On est fou quand on est solitaire, on va dire. Quand voilà, on est le premier, on est seul dans être tombé dans le rabbit hole et qu'on commence à comprendre, voilà, je sais pas, on va lire Saladin et on va se dire merde, là il y a un problème avec la monnaie, et puis au fur et à mesure ça t'obsède. Et comme tu es seul et que t'en parles pas, ouais, tu as vraiment l'impression d'être fou parce que tu te rends compte que tout le monde est dans sa bulle et comme le disait Prophet du stream, reste presque voilà, dans un état de légume léthargique, à abandonner le fait de prendre des décisions pour soi, s'est dit voilà, je vis dans un état providence, on m'aidera toujours pour tout. Et en fait, on a tellement été habitué à vivre dans cet état que on a oublié en fait qu'on a quasiment voilà notre libre arbitre, qu'on peut faire des décisions pour nous, que ouais, même l'aspect, je sais pas, social, tu vois? De se dire on peut, utiliser notre propre empathie, redistribuer les richesses entre nous, un peu comme, une famille, ce genre de choses et qu'on n'est pas obligé de passer par l'État pour qu'il fasse les redistributions, ce genre de choses. Ça s'étend à plein, plein, plein de choses, mais à partir du moment où ta monnaie n'est plus corrompue, que tu peux épargner, que tu peux, te dire: «Elle va prendre même de la valeur plutôt que d'en perdre chaque année», bah, ça change ta relation à Tout le temps. au temps, à la vie en général et à tellement de choses, c'est dur d'exprimer tout ça juste en quelques heures, quoi. Même, là, en 3 minutes. Il y a Science qui a la main, scotchée au plafond, je crois. Ouais, j'aime bien, ce qu'a dit Prof, ça me fait penser à quelque chose, un peu dans l'ordre de ce que tu as dit Victor et Alex aussi, hein. La time préférence et puis surtout, l'envie de proof of work, hein. On remarque que tous ces fous de maxi, tôt ou tard, ils finissent par vouloir produire quelque chose, hein, de bénéfique aux autres, pas nécessairement par l'appât du gain, mais parce qu'ils veulent, retranscrire, ce qui fait leur identité, en même temps avec tout ce qu'ils ont appris, avec Bitcoin. Puis d'ailleurs, ça illustre assez bien, ce que vous faites chez How to Bitcoin, hein. Vous produisez constamment, de la valeur intellectuelle. Donc ouais, c'était pas une question, hein, je rebondissais juste pour dire que je suis super d'accord avec tout ce que vous avez dit en partant de Prof et du stream, il y a une caractéristique qui définit super bien ces fous de maxi, c'est que tôt ou tard, ils sont obsédés par devenir producteurs nets, c'est-à-dire pour produire de la valeur pour les autres. Victor a aussi mentionné le fait qu'on pouvait s'organiser entre nous quand on voit des gens qui nous ressemblent et qui partagent les mêmes valeurs, pour faire du crowdfunding ou ce genre de truc, entre guillemets, «redistribuer la valeur là où on pense qu'elle devrait l'être» et bah, si c'est ça être fou, je veux bien une camisole. C'est beau. J'aime bien la conclusion. ouais, je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis, Science, le proof of work est, je pense, au-delà d'un système de mécanisme enfin, un mécanisme de consensus, est quand même au centre de pas mal de choses et permet de nous développer même personnellement. En revanche, j'aimerais apporter peut-être un peu de nuance, dans un sens où je suis pas 100 d'accord avec, ce que prof du stream, disait concernant, enfin son expérience en tant qu'éducateur, avec des enfants où il avait l'impression que les enfants, comment dire? Devenaient un peu plus bêtes ou moins intéressés. Ça, je pense que c'est le genre de choses dont on a l'impression, qui s'amplifie. Donc, tu parlais de progression au cours du temps, qui s'amplifie notamment avec les réseaux sociaux, ou notamment avec, enfin les médias en général où on va avoir un peu toute la négativité qui va nous être envoyée à la tête, toute la journée sur, Twitter, à la télé ou, bah, via nos relations, qu'on côtoie tous les jours vu que eux aussi sont, hem, influencés indirectement par les médias, en général, réseaux sociaux et cetera. Et donc je suis pas sûr que ce soit une réalité, tangible. Peut-être que ça peut se vérifier, mais je pense que ce sentiment-là est encore plus amplifié justement par les réseaux sociaux
et que ce que tu décrivais, donc le désintérêt pour comprendre, heu, les choses, donc là, en l'occurrence pour Bitcoin, l'économie, ou la technologie, c'est peut-être qu'on est dans une société qui aujourd'hui, en France, on n'a pas besoin de Bitcoin à l'instant T. On n'a pas besoin de Bitcoin demain. Enfin, demain, on n'en aura pas besoin. On en aura besoin, c'est un besoin sur le long terme. Donc, ça reprend la time préférence dont vous parliez. Mais, donc c'est peut-être pour ça que, les personnes sont désintéressées quand on leur dit: «Bah, Bitcoin, ça résout ci, ça». C'est parce que ça représente pas un les problématiques, qu'il résout ne représentent pas un besoin immédiat ou à moyen terme, ou même à l'échelle d'une vie. Ils se disent: «Oui, mais si l'euro, ça meurt, ce sera, dans 100 ans ou, plus tard, j'aurai le temps de ci, de ça». Hem, ouais, juste pour apporter peut-être un peu de nuance. Bah, alors je comprends ce que tu veux dire, mais en fait, je me suis peut-être mal exprimé ou sinon c'est, la déformation des propos que j'avais dit initialement, mais en fait, c'est pas ça ce que je dis. Ce que je dis, c'est que le constat en dehors de Bitcoin est que, les gamins et de manière générale, en France, j'ai pas une vision dans d'autres pays, mais sont de moins en moins éduqués. Forcément, c'est une généralité, les généralités sont pas forcément toutes bonnes à prendre. Mais ça, c'est un constat d'années d'expérience partagées dans plein de bahuts différents, dans plein d'académies différentes. Forcément, c'est associé, comme tu le disais, aux réseaux sociaux, à plein d'autres choses. Alors oui, les gamins développent d'autres compétences, mais quand tu essaies de comparer quelles sont les compétences, bon, bah, derrière, il y a un constat qui se fait quand même de manière assez rapide et assez facile. Et après, derrière, en fait, j'amenais ça pour dire, on est dans une société qui perd un certain nombre de choses. Et Bitcoin est un outil pour pouvoir finalement faire en sorte que les gens puissent de nouveau s'intéresser à des concepts auxquels ils ne s'intéressaient pas depuis des années. Et donc, finalement, en fait, c'est pour ça que Bitcoin est un outil incroyable d'un point de vue éducatif. C'était plus ça mon cheminement de pensée. Ouais, bah, pour le coup, je suis directement, concerné parce que, au lycée, j'étais pas du tout intéressé par tout ce qui est mathématiques, économie et cetera et le fait qu'il y ait Bitcoin, que je m'intéresse à ce que c'est, ça me fait me réintéresser à des concepts de base des mathématiques. Donc comment fonctionne une équation, à un connu et cetera pour pouvoir comprendre, la cryptographie, comment sont calculées les adresses, les clés privées et cetera et donc, j'imagine que c'est un peu ça que tu disais, quoi. Ça pousse les gens à s'intéresser. Ouais, pas forcément d'un point de vue aussi complexe, mais ouais. Après, dans le titre, moi, il y a un truc que je trouve très intéressant aussi, c'est pourquoi ils sont fous. Parce que les bitcoiners, ils passent beaucoup de temps à essayer d'expliquer à des gens ce que c'est Bitcoin. On est transcendé par ça et finalement, on n'a souvent pas le retour qu'on attend. Et donc, à force, au bout d'un moment, on peut se dire, bon, bah ça y est, j'en ai marre, je reste de mon côté. Et puis, de ce point de vue-là, effectivement, c'est quelque chose qui peut être assez compliqué. C'est une forme de peut-être de maximalisme aussi dans ce point de vue-là, de plus vouloir aller vers les gens qui, en fait, un shitcoin, un Mmh. son. Mais là, tu mets le point sur un truc, moi, que je vis, au quotidien, tu vois? Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on s'est mis à faire du contenu sur YouTube. C'est que beaucoup de fois, bah, au début, quand tu découvres Bitcoin, bah, t'en parles, je sais pas, à tes proches, donc ça peut être ta femme, tes enfants, tes parents, voilà, les personnes les plus proches. Si tu as de la chance, ils en ont quelque chose à faire, si tu en as moins, ils te disent d'aller te faire foutre. Ça dépend de ton entourage. Hem Et puis plus ça va, bah, plus tu as envie de le partager au plus grand nombre. Donc bah, après tu vas en parler à tes potes, tu vas en parler à toutes tes connaissances, puis en fait tu vas finir par en parler aux derniers collègues que tu croises à la pause café. Et généralement, c'est là où je trouve que tu as raison, c'est que bon, c'est dur de susciter l'intérêt chez les gens. Parce que, bah, ils ont pas forcément connaissance du problème. En plus, Bitcoin est très connoté. Alors sinon, faut le faire très intelligemment. J'ai peut-être pas ce talent. Et en fait, bah, nous, c'est aussi un peu la démarche qu'on a eue, c'est de se dire, bah, en fait, faut mettre le contenu à disposition des gens, faut s'exprimer sur la place publique et les gens viennent se servir. Donc YouTube, Twitter, voilà. C'est des vecteurs qui sont hyper intéressants pour ça. Et, et c'est peut-être aussi le résultat de se dire, bah, en fait, ouais, aller en parler autour de soi, c'est bien, mais en fait, tu finis par être pris pour un fou. Et moi, j'ai le sentiment parfois, voilà, c'est l'instant confession, mais d'être pris, bah, pour un fou, tu vois? Quand je parle avec des gens, ils me prennent pour un malade. Ils pensent que je vis dans une dystopie, que je m'intéresse à des trucs, mais dont quelqu'un de 25 ans devrait pas s'intéresser.
Et c'est souvent des problématiques qu'on rencontre qui peuvent être un peu démoralisatrices si t'as pas cette persévérance de te dire non mais attends, je fais quelque chose, enfin j'ai compris quelque chose, je pense que ça a un intérêt, pas que pour moi justement, que tout le monde a un intérêt à s'intéresser à ces thématiques, mais voilà, il faut une espèce de résilience que Bitcoin t'apporte. C'est ça aussi qui est bien, c'est qu'il y a quand même un moteur derrière, c'est que bah, généralement t'abandonnes pas et tu finis par au final rencontrer tes semblables d'une manière générale, qui sont bah, que ce soit les bitcoins maximalistes ou tout le monde et n'importe qui, hein. Alors c'est encore mieux quand tu peux les rencontrer en vrai, comme à des événements comme le BEF, le Beyondly, ou même en conférence. Et du coup là tu trouves des soutiens en vrai parce que les réseaux, internet, etc. c'est cool, mais c'est pas la vraie vie. Et moi par exemple, l'un de mes plus gros déclics, ça a été de rencontrer les gens en vrai. C'est là où je me suis dit, ok, je suis pas le seul, on est plein à se poser la même chose, enfin à se dire la même chose. Et donc, bah, je vais faire tout mon possible pour aller harceler tout le monde et n'importe qui, et à qui veut bien l'entendre, je lui crierai dans les oreilles que Bitcoin est là, que Bitcoin existe, et qu'il ne faut pas qu'il justement sombre dans cette forme de léthargie que tu décrivais, qui me terrifie quand je vois les gens qui sont dans ces situations. Et j'espère qu'on pourra faire tout ce qui est possible pour que les gens s'en extraient. Je sais pas si ça se dit, mais vous avez l'idée. Voilà. Et du coup, est-ce que ce sont les Bitcoin Maxi qui sont fous ou est-ce que ce sont les gens qui pensent que les Bitcoin Maxi sont fous? Ah, Je pense que c'est les gens qui pensent. Voilà. Moi, est-ce qu'on a l'air fou? Non, je pense que Après, on est peut-être tous un peu le fou de quelqu'un. Qu'est-ce qu'être normal? Là, on peut partir sur 3 heures de philo, tu vois? Donc, au final, bon, la folie, qu'est-ce que c'est? Si c'est ça, comme disait Science, moi, je veux bien une camisole, hein. Si c'est faire ce qu'on fait, c'est plutôt noble, et je l'accepte volontiers. Donc, voilà, je pense que c'était un titre putaclic, mais au final, personne n'a la bonne réponse. Tu voulais réagir, monsieur Science le scientifique? Ouais, ouais, ben merci pour la mention. Et puis, tu as bien illustré le truc hein, en disant que plutôt que d'en parler à la pause café, tu as décidé de produire. C'est un peu ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. Et au final, est-ce que c'est pas la plus belle des choses de prouver au monde que t'es pas fou parce que tu crées de la valeur pour tous et tu crées du beau. Bitcoin réintroduit le beau et l'envie de produire de la vraie valeur. Donc voilà, moi je pense que même s'il y a 2000 personnes qui disent que le ciel est gris et que le seul qui dit que celui qu'il est bleu, et ben c'est pas forcément la masse qui a raison. Et peut-être qu'au fur et à mesure de persévérance et de création, ça va changer la balance. Voilà, ce sera tout pour moi parce que j'ai une soupe sur le feu, je dois m'en occuper. Je vous remercie beaucoup de m'avoir laissé parler, écouter, et je remercie beaucoup Marius pour son émission. Je trouve que Cryptos prend un très beau virage depuis qu'il fait ses spaces là. Ça plaît beaucoup et puis voilà, merci beaucoup. Bravo. Ciao, Science. Bonne soupe. Merci beaucoup, Science, pour tes mots. Ça fait plaisir. Mais, du coup, pour revenir sur ce qui vient de se dire, moi, j'avais ce sentiment avant de parler de Bitcoin. J'avais ce sentiment un peu, tu sais, quand tu parles d'un nouveau chanteur ou d'un nouveau groupe de musique que tu commences à adorer et t'en parles, mais la personne avec qui t'en parles, elle est dans un autre style et elle comprend pas trop. Ou c'est un peu la même chose avec tout et tu essaies de forcer un petit peu, «Mais non, mais écoute, c'est trop bien et tout» et au final, tu passes pour le fou qui veut forcer les gens à écouter quelque chose qu'ils aiment pas. Donc avec Bitcoin, c'est un peu ça, faut trouver vraiment la bonne manière et certaines personnes qui sont pas réceptives, ils disent directement, «Ça m'intéresse pas, point» et donc c'est vrai que donc la question de prof du stream, est-ce que c'est les gens qui pensent que les bitcoiners sont fous? C'est un peu je pense plus de cet aspect-là qu'il faut prendre la chose et se dire que, ben, dès qu'on parle de bitcoin à quelqu'un, on va être pris pour un fou et donc je pense qu'il faut garder ça en tête, quand on en parle autour de soi, quoi. Alors, je trouve que c'est encore plus pervers parce que t'es pas pris pour un fou, par contre, si tu parles de Bitcoin, entre guillemets, «l'objet spéculatif pour faire de l'oseille rapidement». Là, dans ce Ouais. cas-là, on va pas te prendre pour un fou, on va te prendre pour un mec normal. Mais par contre, si tu parles pas d'argent, que tu as le malheur de pas dire que tu vas faire beaucoup de thunes avec, là, le mec te prend pour un fou, ce qui est quand même une folie, hein. Si tu parles juste de Bitcoin en disant ah, mais en fait, c'est une révolution monétaire, regarde, il y a plein d'aspects philosophiques, puis en plus le mining, regarde. Enfin bref, si tu parles là-dedans, le mec va te dire non, mais mec, t'es fou. Alors que si tu lui dis regarde le chart, ça fait que monter, si t'en achètes aujourd'hui, dans 10 ans, t'es millionnaire, là, il va te dire bah ouais, t'as raison. Et c'est fou parce que c'est complètement con. Et Mais au en final, même temps, j'ai envie de te dire, si pour
Pour moi, si Bitcoin va réussir sa mission et que tout le monde, à la fin, va commencer à l'utiliser, qu'il va se décentraliser, que la proposition va aller au bout, c'est justement grâce à la rareté, au fait que Mmh. le prix ne fait que monter par son attractivité. Et ça, c'est trop fort, en fait. C'est vraiment un énorme cheval de Troie, qu'il attire tout le monde parce qu'en fait, il a des propriétés qui sont meilleures que les autres monnaies, les autres marchandises, genre de choses, pour en tout cas conserver la valeur. Et ça, ouais, ça pousse à l'adoption et ça pousse à la curiosité, parce que tu te dis: «Punaise, hier il valait 1 dollar, aujourd'hui il en vaut 10, il en vaut 100, il en vaut 1000, demain il en vaudra 100 000, après-demain il en vaudra 1 million». Et en fait, c'est un vecteur d'adoption qui est juste monstrueux. Et depuis le début, quand tu lis les écrits, je sais pas, de Satoshi avec, je sais pas, Alfine et d'autres, et ils en parlent en fait, et ils avaient capté que c'était le cheval de Troie. Je crois qu'il y a Prof qui voulait réagir. Ouais, il y a un autre truc aussi qui est intéressant, c'est que tu disais, quand on parle de Bitcoin, on peut nous prendre comme des fous, à part quand on parle de spéculation, et cetera, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Par contre, il y a aussi un truc qui s'appelle la fenêtre d'Overton en rhétorique. C'est un concept, en gros, qui dit tout simplement que, si dans, l'opinion publique ou dans les médias ou tout ce qu'on veut, bah, finalement, en fait, on n'entend jamais parler de une chose qui peut être vécue négativement, bon, bah, dans ce cas-là, la fois où ça vient être prononcé, bon, bah, scandale, et cetera. Mais si c'est quelque chose qui devient, très régulier, bon, bah, dans ce cas-là, en fait, au final, plus aucun problème. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il y a des partis politiques qui depuis des années utilisent cette stratégie dans les médias, sont venus à parler de la Shoah, à nier certaines choses ou autres, justement pour ouvrir la fenêtre d'Overton des gens, de telle manière à ce que finalement, en fait, des propos qui étaient, totalement impossibles à sortir à la télé sans qu'il y ait des absolus scandales, bah, finalement deviennent des propos qui sont considérés comme normaux. Un autre exemple, c'est si là maintenant je viens insulter quelqu'un, bon bah du coup ça va faire scandale. Par contre, si finalement c'est régulier, bon bah du coup plus aucun problème, les spaces ça se passe comme ça. Et en fait, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'on pourrait mettre un peu à peu près la même chose dans ce qui est de Bitcoin. Si finalement je suis tout seul, moi avec mes collègues, mes copains, etc., à parler de Bitcoin et en tant que monnaie ou autre, je vais passer pour un fou. Mais si finalement il y en a deux, il y en a trois qui commencent à comprendre, bah, ça va devenir quelque chose qui va devenir entre guillemets mainstream. Les gens vont avoir l'habitude d'entendre parler de Bitcoin. Et en fait, au bout d'un moment, bah, c'est ce que j'avais déjà dit dans un space, je crois, il y a 2, 3 mois, mais tout le monde va avoir entendu parler de Bitcoin. J'avais déjà donné la stat, hein. Dans mes élèves de 6e, j'avais 60% des élèves il y a 3 ans qui avaient entendu parler de Bitcoin. Là, cette année, j'ai 95% des gamins qui ont déjà entendu ce terme-là. OK, ouais, non, c'est vrai que vu de ce point de vue, c'est intéressant. Bah, déjà, la stat, bon, qui reste à ton échelle, mais elle est hyper intéressante. Putain, en 6e, c'est jeune, hein, c'est cool. Mais, mais ouais, c'est vrai que c'est un bon point, qui qui va dans le sens, du coup, de faut persévérer et continuer à parler de bitcoin, déjà de la façon qu'on veut. Mais, non, non, c'est vrai que c'est un point intéressant. Ouais, et je pense surtout faut garder, vu qu'on sera pris pour des fous, et il faut quand même garder, enfin rester patient. Et donc bah, pour reprendre l'exemple de mon pote, avec qui où ça a été on a eu des discussions assez virulentes sur l'économie et cetera, et au final aujourd'hui il vient à se tourner vers Bitcoin après, 3 ans de discussion et de disputes. Bah, ça peut se passer un peu de manière plus simple avec, d'autres personnes, et comment dire? Prendre le temps d'en parler une fois et vous tâtez le terrain, vous voyez comment est-ce que c'est réceptif, et si ça ne l'est pas du tout, bah, vous réessayez dans 6 mois, 1 an, petit à petit ça peut se faire parce que, la première fois que vous en parlez, vous plantez une «graine» entre guillemets, et il y aura potentiellement quelqu'un à un autre moment qui fera la même chose, et si on fait tout ça à notre échelle, bah, les personnes, enfin, il y aura un effet réseau qui se créera et tout le monde en aura entendu parler au moins 1 ou 2 fois autour d'eux et seront plus à même de s'y intéresser et d'en entendre plus. Mmh. Puis je pense qu'il y a aussi, évidemment besoin d'avoir, des personnes de confiance qui comprennent Bitcoin et qui t'y amènent. Et je sais pas, aujourd'hui, il y a Trump, par exemple, qui commence à s'accaparer Bitcoin. J'imagine que plein de gens, qui étaient pro-Trump, qui le suivaient et qui avaient confiance dans la personne, bah, se disent: «Tiens, il a un avis là-dessus, je vais» ça va attiser une curiosité, tu vois? Et je pense que chacun, au fur et à mesure, on va avoir comme ça une personne qu'on suit, qu'on trouve intéressante, dont on a confiance.
et qui nous y mène au fur et à mesure. Et comme je pense que Bitcoin, c'est une idée dont l'heure est arrivée, je pense que ça va se multiplier comme ça un peu partout, des graines, parce que c'est juste c'est une meilleure technologie que la technologie qu'on a actuellement, et je pense elle les remplacera toutes, quoi. Par contre, après, moi, j'ai l'inverse de ce que tu dis. Ouais. C'est que du coup, maintenant que Trump s'accapare Bitcoin, ça veut dire que tous ceux qui sont anti-Trump vont associer Bitcoin à Trump. Du coup, tu as aussi le parallèle, enfin l'opposé qui peut se faire, dans le sens où bah, tu vas parler à quelqu'un un démocrate qui est anti-Trump de Bitcoin, il va te dire ah, c'est le truc que Trump il met en avant, je veux pas y toucher. Donc il y a ce risque aussi. Ou par exemple Andrew Tate qui parle de Bitcoin, tous ceux qui détestent Andrew Tate vont se dire ah, c'est le truc dont Andrew Tate maintenant parle tous les jours, oh, ça c'est forcément une arnaque. Donc tu as aussi l'inverse qui peut se faire, donc à balancer, tu vois. Moi, je suis d'accord, mais j'avais vu, je crois que c'était un thread qui passait sur Twitter, là, où il y avait aussi une sorte d'étude, je sais pas trop comment ça a été fait, ou c'est juste sur l'instinct, mais t'as, genre, soit en fait, tu connais Bitcoin, les cryptos, et tu as un investissement dessus, et en fait, pour toi, c'est important, tu vois. Je sais pas, il y a 10, 20, 30, 40%, 100% de tes économies qui sont là-dedans, et la direction dans laquelle part telle ou telle personne, bah là, on va parler de politique au final, est super importante, tu vois. S'ils décident d'être pro crypto, pro Bitcoin, et ben là, c'est un sujet pour toi qui est genre juste critique. Alors que à l'inverse, si t'en as juste rien à foutre, que t'as aucune crypto, bah en fait, c'est un sujet dont tu te fiches un peu, et c'est pas ce qui va diriger ton vote aux prochaines élections. Mhm. Alors ça devient un sujet en fait où tu as plutôt intérêt à te l'accaparer, parce que en fait, tu as un électorat quasiment qui est sûr, et en fait, tu le vois aujourd'hui, et voilà, Trump se positionne là-dessus, et lui, il va dire que c'est un objectif de liberté. Et de l'autre côté, bah, chaque camp va quand même prendre Bitcoin, mais sous un autre angle différent, en disant non, c'est pas ci, c'est ça, c'est ci, et c'est pas mal. Par exemple, Carrément. Après, il y a un... excuse-moi, je te juste 2-3 mentions et après je te redonne la parole. Par exemple, en Corée du Sud, il y avait les élections législatives il y a quelques semaines et les deux camps principaux enfin, qui s'opposent ont tous les deux eu comment dire, des déclarations publiques pro-crypto et donc se sont un peu accaparés du sujet à leur manière. Et 2e chose, et dernière, ce que je voulais dire en fait, c'est par rapport à ce qu'Alex dit, c'est, bah, même si, le anti-Trump, il va considérer que Bitcoin et les cryptos sont, un truc qu'ils identifient à Trump et donc ils vont le rejeter parce que c'est Trump. Mais ces personnes-là, elles ont aussi des gens dans leur entourage qui sont pro-Trump et des gens de leur famille ou des amis et cetera et donc le sujet peut venir d'eux et et donc ça peut quand même les toucher indirectement. Donc même s'ils identifient ça à une personne, ça peut quand même, si ça fait son chemin, via l'électorat de Trump, par exemple, ça peut quand même, revenir à eux, quoi. Voilà. Mm. Vas-y prof, Ouais, par rapport à ce que tu disais, enfin 100% d'accord. Après, il y a un fameux adage en politique où on dit qu'on vote jamais contre son portefeuille, qui est pas forcément vrai, mais c'est quelque chose qui est souvent sorti par nos parents. Donc de ce point de vue-là, c'est clair que Trump et d'autres partis politiques se positionnent en tant que tels. Après, il faut toujours aussi faire attention. Moi, je pense que le jour où les partis politiques vont vraiment se positionner par rapport à Bitcoin, il va falloir faire attention parce que c'est ce que tu disais, enfin ce que vous disiez tout à l'heure à Outlook, c'est que, je sais pas si c'était Victor ou pas, mais c'est que derrière, en fait, on va se retrouver avec des personnes qui vont venir à faire comment dire, des campagnes totalement anti-Bitcoin et puis des gens qui ne vont pas vouloir réfléchir par eux-mêmes, vont se dire ah ouais du coup le parti politique pour lequel je vote, bah finalement en fait il dit que c'est pas bien et ça peut avoir un aspect négatif sur son adoption. Je dis pas que l'adoption ne va pas se réaliser, je dis juste que finalement en fait ça peut faire perdre quelques mois à l'adoption générale ou à la compréhension de certaines personnes et donc, voilà, Bitcoin, pour moi, c'est un outil, donc c'est totalement apolitique, mais il faut faire aussi attention à la manière avec laquelle les personnalités politiques vont l'utiliser, parce que finalement, leur seul objectif, c'est d'être élu, c'est tout.
Et quand on regarde des Trump ou n'importe quel homme ou personnalité ou femme politique, on se rend compte qu'en fait, entre ce qui est dit et la réalité, il y a énormément des choses qu'ils disent faire qu'en fait, ils feront jamais. Donc, il faut faire attention aussi de ce point de vue-là. Ouais, complètement d'accord avec toi. Il y a Roger H, qui avait une question ou une réponse. Je t'ai mis en speaker, Hey, tu peux te démute, ouais. hey, ok, ouais, bonjour, merci de me mettre à l'étage. Ouais, je voulais juste répondre un peu à ce qu'on disait de Trump et les Américaines et les politiques américaines. Je crois qu'avec Bitcoin, c'est plus compliqué que ça. Il y a aussi, je veux juste, en effet, juste parler un peu du fait qu'il y a beaucoup des démocrates qui supportent le Bitcoin aussi. Il y a des sénateurs, il y a aussi des représentants. Alors, c'est un peu plus nuancé que de dire que ben, Trump supporte le Bitcoin, alors c'est en effet une cause républicaine. Alors, je veux juste monter à l'étage pour parler un peu de ça. Il y a, par exemple, l'Américaine Wiley Nickel, il y a aussi le sénateur Gillibrand. Je ne dis pas que ce sont des Bitcoin Maxi, parce que ben, on discute de ce sujet-là. Mais je dirais qu'il y en a des mouvements et il y en a des factions en le Parti démocrate qui en effet supportent soit crypto ou soit Bitcoin. Alors, c'est ça. Je voulais juste dire ça. Merci de me faire monter à la tâche. Ouais, merci beaucoup, Roger. Mais oui, je pense qu'on prenait plus l'exemple de Trump pour une caricature et en effet, c'est beaucoup plus nuancé que ça. De toute façon, dans la politique en général, même au sein d'un même parti, il y a des, positions différentes. Mais c'est bien de le rappeler, merci beaucoup. Je sais pas si vous vouliez réagir, Alex et Victor? Non, non, mais t'as bien, enfin, t'as bien résumé, hein. Nous, on parle de Trump parce que là, il le fait en ce moment. C'est pas pour autant qu'on va dire que Trump est plus louable qu'un autre politique, parce que, on va dire, on se branle un peu de la politique. Euh, mais, euh, mais oui, c'est important de le rappeler. Super. Bah, je crois qu'on a fait un peu le tour des questions. Sinon, n'hésitez pas à monter ou à prendre la parole, pour ceux qui sont dans l'audience. Et donc je vois qu'il y a pas grand-chose. Une Donc petite annonce, ouais, très rapide. Si vous cherchez un développeur qui a l'habitude de travailler sur Bitcoin Core, pour n'importe quel projet, ça peut être wallet, exchange, un bot, n'importe quoi, je suis dispo. Bah, écoute, c'est noté. eh bien, retrouvez, @cryptomancien sur, Twitter avec un 0 à la place du O si, si vous vous sentez concerné et bah, je pense on va bientôt clôturer ce space. Ça fait presque 2 heures qu'on est déjà lancé. Donc, je vous laisse, le mot de la fin, Victor et Alex, heu, Waouh, micro libre. waouh. Quelle responsabilité. Ouais, comment clôturer ça? En plus, on n'a rien préparé. Non, mais si vous Non, mais voulez, je sais pas, passer un message, qui vous tient à cœur, sur le sujet ou pas, forcément, peut-être quelque chose qui a même rien à voir avec Bitcoin, des bah, du coup, recommandations. la séance spec, il faut commencer par deux. Non, pas de grands messages à faire passer. Je pense qu'on en a déjà fait passer pas mal. Ouais, moi, je pourrais peut-être finir sur des ressources que vous pouvez aller consulter. Déjà les nôtres, qui sont quand même de qualité. On a interviewé des gens qui étaient super intéressants sur notre chaîne YouTube. Je vous laisse aller fouiller. Ensuite, il y a aussi notre Ouais, site web. justement, je te coupe, rapidement, Ouais, tu parlais de Lina Lane, tout à l'heure, justement, vous l'avez interviewée, c'est une interview exactement. relativement courte, mais qui est très intéressante. Donc je vous invite à aller écouter ça. Ça reprend un peu les sujets qu'on a abordés vaguement, aujourd'hui. Ouais, exactement. Qui est un très très gros compte américain, peu connu en France malheureusement. Et on a aussi ouais, notre site web où on a pas mal d'articles réalisés par principalement Ulrich, qui est parti du call maintenant. Et sinon, moi, ouais, mes deux grosses ressources que j'aime le plus, bah, ça va être Safe Dynamus euh, pour son contenu sur Bitcoin, sur l'économie, qui est, je trouve qui est facilement consommable et qui est
qui orange pile la plupart des gens. Et ensuite, si vous avez pas de problème avec la lecture de l'anglais, il y a le blog de Dergigi, dergigi.com, qui a plein d'articles, que j'ai trouvé moi incroyables, qui ont vraiment participé à ma compréhension de Bitcoin et à le différencier des cryptos. Et par exemple, l'article que j'ai trouvé quasiment le meilleur, c'est celui sur le temps, Bitcoin is time, qui aide à comprendre comment fonctionne Bitcoin et comment, en fait, c'est surtout un énorme serveur d'eurodatage. Et je vous le conseille. Ouais. Et moi, je voulais rajouter comme ressource le podcast Enigma Nakamoto de Monsieur Urban Tech, qui est dans l'audience, qui est juste là, que je vous invite à aller écouter en podcast sur Spotify. Cliquez sur son compte, il y a le lien normalement, qui est d'une qualité rare, qui est un contenu qui change un petit peu, parce que là, on vous a présenté de l'économie, du Bitcoin à fond. Là, c'est vraiment de l'archéologie sur Bitcoin qui retrace les discussions de Satoshi avec les cypherpunks. Donc, allez l'écouter. En plus, il a une voix de fou furieux. Donc, c'est même si vous avez rien à faire de Bitcoin, à l'écouter, ça fait du bien, que ce soit à la salle de sport pendant une séance spec ou en voiture. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Et puis voilà, Buy Bitcoin. voilà, achetez du Bitcoin. Ceci est un conseil d'investissement. Non, mais voilà. Je pense que le message est assez clair. Et puis, bah, on espère que vous avez apprécié ce petit moment. Et pour ressouligner ce que Science avait dit tout à l'heure, c'est tout à l'honneur de Cryptost de t'offrir cet espace, de donner la parole à des humbles plebs comme nous et aux autres. Et puis on est ravis de savoir que eux aussi portent Bitcoin dans leur cœur parce que parfois on a tendance à l'oublier. Donc ça fait plaisir. Bah, merci beaucoup pour, ces mots de fin, mais en effet, heu, comment dire? L'équipe Cryptost, vous écoute actuellement en direct, donc heu, donc j'espère que le message passe et moi aussi je suis très content de Bravo. proposer ce contenu. Tu disais quoi? Non, j'ai juste dit bravo à eux. Ouais, et c'est vrai que, moi aussi ça me porte très très à cœur de ramener un peu ce genre de discours, maxi qu'on voit pas tellement sur le crypto Twitter, français, si on peut appeler ça comme ça. Et donc vous parlez de Urban Tech justement pour, ceux qui suivent, l'émission assidûment. La semaine prochaine, on le reçoit, même heure, à 21h mardi prochain. Donc voilà, petit teasing, si ça vous intéresse, d'en savoir un peu plus sur, Satoshi Nakamoto. On reviendra, très vaguement. On refera pas tout son podcast non plus parce qu'il y a énormément de données, de de mots et ce sera beaucoup mieux, agencé que dans le space. Mais si vous voulez venir poser des questions directement à Urban, il sera là et voilà, bah, merci beaucoup à vous 2 d'être, venus ce soir. Juste avant qu'on conclue, un dernier mot, n'hésitez pas à venir, rejoindre le Discord public de, de Cryptos. Je viens de vous épingler un lien, sur le space directement. Écrire UTXO, en minuscule dans n'importe quel chan de du serveur, donc le chan Blabla par exemple, ça vous donnera accès à un chan privé dédié à l'émission où vous nous retrouvez nous, bah, il y a Alex d'ailleurs qui en fait partie, Science aussi qui est passé tout à l'heure, qui est dedans et sûrement plein d'autres, que je pourrais pas mentionner ici. Enfin, ça prendra trop de temps. Donc, n'hésitez pas à rejoindre, notre Discord et voilà et bah, encore une fois, merci beaucoup à toi, Victor et à toi, Alex, d'être venu ce soir. C'était vraiment intéressant. J'ai vraiment apprécié cette émission. J'espère que vous aussi. Tout pareil. Tout pareil. Plein de cœur. Ok. Gros bisous. Et Super, bonne bah, nuit. ouais, c'est le moment d'aller dormir. Merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous d'être passés. Ciao. Ciao. Salut.